En 2019, une gigantesque tornade a soudainement frappé Tokyo. Cette nuit-là, d'innombrables tourbillons ont fait rage sans fin, éradiquant tout. Juste au moment où les gens fatigués étaient sur le point de perdre tout espoir, un éclair de lumière a jailli du ciel sombre. Et une massive épée de pureté a anéanti les menaces, transperçant les yeux des tornades. Des êtres ailés et blancs sont apparus avec l'épée. Et ils émettaient un pouvoir de lumière similaire. Ils n'ont pas seulement arrêté la calamité en utilisant leur force extraordinaire, ces êtres surnaturels sont également descendus et ont guéri les blessures. Avec un pouvoir miraculeux qu'ils appelaient bénédiction, leur silhouette sauvant les gens du grand désastre ressemblait à des anges à Tokyo. 5 ans plus tard, le soleil brillait sur la ville comme toujours. À l'intérieur d'un restaurant, Kai a avalé un bol entier de ramen en quelques secondes. Laissant tout le monde choqué, plaçant joyeusement le bol sur la table, il remercie le propriétaire pour ce repas incroyable. L'homme est surpris qu'il ait déjà fini, ajoutant qu'il mange autant que jamais. Avec cela, le régulier sort et s'excuse auprès de son ami de l'avoir fait attendre. C'est assez normal, mais Haru ne peut s'empêcher de se demander comment il mange autant le matin. Il réfute cela, il mange juste quand il veut, peu importe l'heure de la journée. En marchant dans la rue, il voit une petite foule se rassembler au coin, c'est un autre cas d'un ange descendant du ciel pour rendre visite. En effet, il réalisait un miracle sur une vieille dame tandis que les autres regardaient avec émerveillement. Il a accordé sa bénédiction avec aisance. Et a retiré le besoin de canne de la femme, elle a testé et ils ont halté d'émerveillement, confirmant que ses os et articulations étaient tous solides, le pouvoir de guérir les blessures est incroyable. Mais Kai n'avait aucune intention de recevoir leur aide, de plus. Il a l'impression qu'il y a quelque chose de louche à leur sujet, Haru rit de son suspicion, disant qu'il est le seul au monde à ressentir cela. Pourtant, il insiste sur le fait que les médecins peuvent le guérir et qu'il peut aider ceux qui ont besoin d'être sauvés. Aucun des deux ne cède et son ami argue que les bénédictions sont plus que suffisantes pour cela, ils ont même guéri sa vue et il porte juste des lunettes pour se souvenir de son père. De plus, les anges peuvent également exaucer d'autres souhaits. Pas seulement ceux liés à la santé, de telles choses sont inaccessibles aux gens normaux. Pour Kai, le pouvoir n'est pas simplement donné, mais quelque chose que l'on doit saisir par soi-même. C'est un idéal qui correspond tellement à sa personnalité. Il passe par l'entrée du lycée, où il rencontre une bande de délinquants traînants, un garçon, Higuchi, suit particulièrement Haru avec ses yeux sombres et l'élève plus petit ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Remarquant cela, Kai propose d'avoir un mot avec les gars qui l'embêtent. Mais la victime insiste sur le fait qu'il n'est pas un petit enfant qui a besoin d'être protégé, ne voulant pas laisser tomber si facilement, son ami le prend en plaisantant, promettant d'être là au cas où il aurait besoin de lui. Juste à ce moment-là, une voix froide les appelle et dit qu'ils se mettent en travers de son chemin. Kumi continue de les rabaisser, mais c'est exactement ce que Kai aime chez elle. Alors il lui a juste demandé de sortir avec lui, elle le rejette catégoriquement en détournant le regard et en l'appelant dégoûtant en face. Cela ne semble pas être son premier rejet de sa part. Alors Haru se demande pourquoi il l'aime tant, il n'y a pas grand-chose à cela et il est simplement tombé amoureux de son visage. Dès qu'il l'a vu, on lui a dit de ne pas se mettre en travers de son chemin, les deux se séparent pour leur cours. La journée se poursuit. Et le professeur rend les tests de la veille, pendant ce temps Kai s'inquiétait des intimidateurs et de son ami, qui est du genre à garder ses problèmes pour lui. Son professeur s'est soudainement approché de son visage, en criant et en se plaignant de ses notes. Montrant un grand 0, il demande au garçon s'il a l'intention de prendre le cours au sérieux. L'élève argue qu'il n'est pas intéressé par un sujet sur les anges, la graduation était juste au coin de la rue. Et obtenir de telles notes met en danger son avenir, il l'a déclaré auparavant mais il veut être policier ou pompier. Pour sauver des gens, les autres rient de son rêve en disant que la société n'a plus besoin de ça. À cause des anges qui ont dit qu'ils seraient laissés sans aide si ces anges disparaissaient un jour, seuls les humains peuvent sauver d'autres humains. Et Kai était déterminé à leur prouver, il remet en question comment il va faire cela avec ses notes, le poussant à exploser pour la dernière fois, le professeur lui dit de s'asseoir et d'écouter. Plus tard, après le cours, il traverse le couloir en trombe. Affamé de toutes les disputes qu'il a eues, il entre dans une salle et appelle immédiatement Haru pour le déjeuner. Mais on lui dit qu'il est déjà parti avec quelqu'un. Kai rougit de manière ludique et demande s'il était avec une fille, mais son attitude change instantanément lorsqu'on lui dit que c'était Higuchi et sa bande. Dans une salle de bain vide,
Haru était brutalement battu par les intimidateurs. Toussant, il insiste sur le fait qu'il n'a plus d'argent à leur donner. Mais l'insolence de son ton ne plaît pas au chef de la bande. Higuchi ouvre une paire de ciseaux près de son visage. Et dit qu'un faible comme lui n'a pas le droit de leur répondre. Soudain des cris forts retentissent alors qu'Haru ressent une douleur vive à son oreille. Lui disant qu'il pourrait aller trop loin, il se raisonne qu'un ange peut juste le guérir de toute façon. Juste à ce moment-là, ils entendent des bruits forts venant de l'extérieur. Kai était arrivé. Et battait fermement la bande d'intimidateurs à main nue. Il était si furieux et concentré sur leur punition qu'il n'a pas réagi à la paire de ciseaux enfoncés dans son dos. Higuchi se demande ce qu'il pensait faire mais recule sous le choc. Après avoir vu l'outil de coupe enfoncé, un lourd coup atterrit sur son visage et ce seul coup suffit à le mettre hors de combat dans le coin. Kai aide son ami. Inquiet et curieux de savoir s'il va bien, grimaçant et tenant son oreille mutilée. Haru regarde tristement dans les yeux de son ami et dit qu'il peut marcher tout seul. Les mots froids et désinvoltes le blessent. Le jeune homme s'assoit plus tard tout seul. À son insu. La plaie d'où il a été poignardé fumait plutôt et Kumi était d'une manière ou d'une autre la seule à pouvoir voir. En étudiant l'endroit où le combat a eu lieu, elle ramasse la paire de ciseaux. Et trouve la même essence qui s'échappait de Kai. Les reportages annoncent une augmentation des incidents de violence excessive depuis l'apparition des anges. Et un professeur l'attribue à la tendance naturelle des humains à détruire ce qui peut être réparé. Kai les détestait tous, il repense à son ami. Qui insistait sur le fait que le harcèlement n'était pas un gros problème. Haru comptait sur lui pour tout. Et ils étaient beaucoup plus proches avant que les choses ne changent soudainement il y a des années. Un énorme incendie a englouti un bâtiment. Et les pompiers faisaient de leur mieux pour sauver des gens. Kai, encore enfant à l'époque, a appelé son père. Juste à ce moment-là, un homme seul est sorti des flammes. Portant un enfant qui était piégé à l'intérieur. Ils étaient tous les deux en sécurité et le garçon ne pouvait s'empêcher de regarder avec admiration. Son père disait toujours que seules les personnes peuvent sauver des personnes. Et c'était un homme qui vivait selon ses mots. Maintenant, le fils de cet homme vaillant jure d'être comme lui. Pour commencer, il s'en va. Pour faire parler son ami de ceux qui le troublent. Haru était en bas d'un grand escalier. Il leva les yeux, ayant des affaires avec le sanctuaire en haut. Kai croise des amis dans la rue qui partagent que son ami est parti se faire soigner l'oreille, probablement en route vers un ange. Il semble être allé à un temple sur la colline. Avant que le jeune homme ne puisse se plaindre, un énorme éclat de lumière jaillit de la colline. Et il était naturel de supposer que cela venait du sanctuaire. Encore une fois, le sentiment de terreur s'est infiltré dans son cœur. Il se précipita vers la source de la lumière, ne remarquant pas que Kumi regardait, ayant gravi tous les escaliers. Haru était vraiment au temple. Là, il priait intensément l'ange, suppliant pour une parcelle de son pouvoir. Cependant, il ne reçut rien d'autre que le silence. Il fronça les sourcils de déception mais n'abandonna pas et arracha le bandage de son oreille blessée. Jurant sur la blessure, il promet de utiliser le pouvoir pour le bien et demande à être aussi fort que Kai. C'est alors que la lumière brillante est venue répondre à son appel. Se retournant et levant les yeux, il voit un ange descendant rapidement. Il répondait à l'odeur splendide et parfumée de sa blessure. Sans plus d'explication, il ouvrit sa grande bouche au-dessus du garçon, une main se tend. Et Kai parvient à tirer son ami en sécurité juste avant qu'il ne soit englouti tout entier. Il essayait clairement de le manger, mais un ange mangeant un humain était absurde. L'être parla. Disant qu'il était acceptable de consommer des humains s'ils étaient seuls. Mais pas quand d'autres étaient présents. En entendant cela de la divinité elle-même, Haru était incrédule et dit qu'il devait plaisanter. Cependant, il continue et dit qu'ils sont là pour se nourrir des humains. Et évoluer. Kai questionne alors pourquoi ils les ont sauvés de la catastrophe il y a 5 ans. À leur horreur, il demande s'ils pensent vraiment que c'est par hasard que la tragédie s'est produite alors qu'ils descendaient. La révélation fait tomber le cœur du jeune homme, cela confirmait essentiellement que toute la catastrophe et le sauvetage étaient un piège. L'ange était silencieux. Mais son visage suffisant de suffisance était une réponse. Kai se souvient des millions de personnes qui sont mortes il y a 5 ans, y compris son père. Avec cela, il n'y avait aucune chance qu'il le laisse partir. Sachant qu'il n'y avait pas moyen de lui parler dans cet état, Haru s'enfuit pour chercher de l'aide. L'ange le poursuit, ne voulant pas laisser un témoin s'échapper. Mais il s'arrête soudainement. Alors que l'autre garçon tire tout son corps en arrière, il avait déjà perdu son père.
Et il n'allait pas perdre son ami aussi. L'être divin est choqué alors que l'humain le renvoie avec une force à la fois incroyable et intéressante. Pendant que leur bataille commençait, Haru continuait de descendre les longs escaliers, à sa grande surprise, il croise Kumi à mi-chemin. Il se demande ce qu'elle fait là, juste à ce moment-là, une lumière brillante éclate de l'endroit d'où il vient. Elle dit que c'est le Nimbus, qui a commencé sans aucun avertissement. Avec la confusion du garçon, elle demande ce qui se passe. Quand une étincelle est jetée dans un endroit avec du gaz, lorsque l'essence démoniaque touche le pouvoir d'un ange, la même chose se produira. À genoux sous le pouvoir divin, Kai est incapable de bouger et est traité de bétail en échange de son insolence. L'ange ouvrit la bouche et les deux camarades de classe regardèrent son corps se faire couper en deux. Haru essaie de courir vers son ami, mais Kumi l'empêche de s'approcher. S'il le fait, il sera seulement pris dans l'explosion. Pour une raison quelconque, l'ange se mit soudainement à vomir, le goût était dégoûtant, à tel point qu'il se demande ce que l'humain a mélangé dans son corps. Se tournant vers le garçon, il voit la moitié inférieure fumer, suppurant et se transformant en quelque chose de complètement différent. Une voix dit au jeune homme d'utiliser son pouvoir et soudain, des mains jaillirent d'un encasement qu'elles déchirèrent. Et un être démoniaque émergea avec un rugissement retentissant. Haru regarda avec choc, Kumi sourit avec satisfaction. Et l'ange observa silencieusement, attendant son prochain mouvement. Avec la voix de Kai, l'être sinistre fixa son ennemi. Et se plaignit de sa situation. Dès que le corps de Kai fut mordu en deux, sa conscience tomba dans un profond abîme. Il fut presque entraîné par les morts, mais une main le tira hors des profondeurs. Alors qu'il toussait et reprenait son souffle, son sauveur lui demanda brusquement s'il détestait les anges. Prononçant immédiatement sa haine pour l'ennemi de toute l'humanité, il lève les yeux et voit une silhouette étrange se tenant devant lui. En d'autres termes, il a failli mourir. Mais il a été tiré dans l'espace entre la vie et la mort. L'être divin, Satan, était celui qui l'avait sauvé, bien qu'il ne discute pas. Kai pense qu'il ressemble plus à un clown qu'à un dieu. Montrant une pièce, l'homme se tenant au bord de la mort se voit accorder une chance magnifique. Il peut soit rencontrer sa fin douloureuse en tant qu'humain faible, soit renaître en tant que démon avec le pouvoir de massacrer les anges qu'il déteste tant. On lui dit de faire son choix. Malgré son ignorance sur le sujet des démons, il attrape la pièce. Il dit qu'il n'aime aucune des options et écrase la pièce dans son poing. Ainsi, il choisit de revenir à la vie en tant qu'humain. Et d'éliminer les anges avec sa propre force. Puisqu'il préfère mourir plutôt que de devenir un démon, il renvoie la pièce, ajoutant qu'il veut sauver son espèce de ses propres mains. Reconnaissant son esprit et son éclat. Satan voit qu'il doit lutter contre la cupidité héréditaire. L'humain est soudainement enfermé dans une cage étrange et on lui dit qu'il va être transformé en démon. Dans l'extase, il est ordonné de se déchaîner et de fournir un peu de divertissement à la créature. Les idéaux de Kai sont ignorés. Et un monstre éclate de son ventre. Une corne pousse également de son œil alors qu'il crie d'horreur. Satan sourit en disant que c'est un cadeau pour son petit-fils adorable. Maintenant, il est dit de libérer son pouvoir, émergeant de nouveau dans le monde des vivants. Le jeune homme se plaint sans aucun avertissement. Il tend la main et coupe l'aile de l'ange. Il regarda avec choc alors que le garçon qui avait complètement changé se demandait ce qui lui arrivait. Kai cria désespérément à Satan, exigeant de savoir ce qu'il lui avait fait, tandis que l'ange était également furieux car le bétail avait blessé son corps, cependant il ne pouvait rien faire. Alors que son plus grand ennemi s'élevait pour bloquer son chemin, sans aucune hésitation, le jeune homme enfonça sa main dans sa tête. Et tira sans pitié son œil tout en se plaignant de sa situation indésirable. Il s'est transformé en monstre. Et il ne peut même plus se considérer comme un humain, il détestait cela, alors pourquoi son cœur battait-il avec excitation et pouvoir? En déchirant le corps de l'ange, il trouve un noyau doré au centre. Et le brise de ses mains nues. Avec cela, la lumière dans les yeux de l'être divin s'est estompée. L'étudiant était toujours sous sa forme démoniaque. Mais Haru a appelé son nom. En entendant la voix de son ami, Kai s'est tourné, les mains agrippant sa tête, se demandant ce qu'il faisait. L'énergie et l'armure autour de son corps s'estompaient. Pendant ce temps, Kumi a pris une photo avec son téléphone, avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur elle, elle confirme ses attentes. Après avoir dit que cela valait la peine de le suivre, la fille est brusquement partie,
Elle saute dans les escaliers. Notant comment il a tué un ange avec une puissance brute, il était impératif de le recruter dans son équipe. Et elle a invoqué son monstre de contre Agura pour accepter et servir de monture. Cela dit, quelqu'un qu'elle a tant dégradé pourrait ne pas accepter son invitation. Appelée par son compagnon. La fille se tortille dans les airs et devient rouge. Lui disant de ne pas évoquer de telles situations embarrassantes. Si ce n'était pas pour son contrat, elle n'aurait jamais dit de telles choses à lui, assurée qu'il l'aime suffisamment pour laisser passer. Elle est encore plus gênée, à ce rythme, ce n'était qu'une question de temps. Avant que sa véritable identité ne soit révélée. De retour au sanctuaire, Kai tire sur son ami en disant qu'il a quelque part où aller, il a l'intention de signaler la situation de l'ange à la police. Mais faire cela ne ferait que le ridiculiser. Déterminé, le garçon soutient qu'ils ont le corps et les preuves. Mais presque tout le monde dans la ville voit les anges comme des sauveurs qui ont reconstruit Tokyo à partir des décombres. Personne ne les croirait et ils devaient juste partir pour l'instant, puisque la nuit était déjà tombée, ils pouvaient se cacher quelque part avant de rentrer chez eux le matin. Le matin est arrivé sans problème. Et les anges circulaient en effectuant des bénédictions. Comme ils l'ont toujours fait. La différence est qu'Haru savait maintenant mieux. Kai l'a appelé avec un grand sourire et un signe de la main, c'est bien qu'il aille bien, alors son ami demande. S'il a remarqué des changements dans son corps depuis lors. Le jeune homme demande de quoi il parle, puis sarcastiquement évoque le fait d'avoir oublié comment il a été mangé par un ange. Et s'est transformé en monstre. Il n'y avait aucune chance qu'il oublie et simplement l'accepter n'était pas non plus une tâche facile. Cela dit, Haru ne sait toujours pas comment il a fini de cette façon. Kai grimace en se remémorant le souvenir douloureux et dit qu'il ne veut même pas en parler. Malheureusement, le garçon était déterminé à comprendre la cause. Donc il accepte d'expliquer à une condition. Un ange aux yeux perçants a volé dangereusement près d'eux, avec trop d'ennemis, il préférait qu'il parle à l'école à la place. Les deux se dirigent vers une salle de classe isolée. Où Kai raconte toute l'histoire de sa rencontre avec Satan. Haru a eu du mal à croire. Le simple concept d'un démon clown dans l'espace entre la vie et la mort, les anges mangeurs d'hommes étaient déjà assez problématiques. Et maintenant, ils doivent aussi faire face à des démons qu'Umi a soudainement rejoint la conversation en s'asseyant sur la fenêtre et en disant qu'il est normal qu'elle se plaint d'être laissée de côté. Après avoir partagé un secret entre eux hier, ils étaient au 3e étage. Alors ils se sont demandé comment elle les avait trouvés et comment elle était arrivée là comme si c'était la chose la plus normale. Elle dit qu'elle a suivi l'odeur de Kai et a grimpé. Après tout, elle peut sentir un démon à 1 kilomètre puisqu'elle est du même genre. Ces mots ont immédiatement mis les deux garçons sur leur garde. Mais elle sourit simplement et propose de leur dire la vérité sur les anges mangeurs d'hommes et les démons. Étant donné leur réaction à Gura, Kumi explique qu'il est un démon avec qui elle a un contrat. Kai s'approche de son visage. Et demande impoliment s'il mange aussi des humains en laissant tomber, il explique que des êtres comme lui ne consomment que la passion d'une personne. Et ne s'intéressent même pas un peu à la chair. La passion est une énergie créée par la friction émotionnelle. Et vient naturellement quand on ressent fortement selon leur contrat, Kumi fournit à Gura sa passion. Et elle reçoit du pouvoir en échange. Les anges évoluent en mangeant de la chair, donc les démons s'associent avec les humains pour empêcher l'humanité et la passion de disparaître. Avec cela, Haru confirme que l'ange d'hier disait la vérité. Kai argue ensuite qu'il ne se souvient pas d'avoir fait un contrat. Cependant son ami et Kumi ont entendu hier parler de quelque chose étant mélangé avec son corps. En d'autres termes, il doit être un hybride démoniaque. Insistant sur le fait qu'il est un humain. On lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange tout au long de sa vie. Elle demande à Kuro les caractéristiques d'un hybride. Autant qu'ils se souviennent, ils ont une haine envers les anges. Une tendance à la gloutonnerie. Et un corps anormalement robuste. Tout cela s'applique à lui. C'était un match parfait. Et son genre est en fait assez rare. Son pouvoir a peut-être été scellé avant la rencontre, mais être en contact avec le divin. Ou faire face à une situation de vie ou de mort a peut-être brisé le sceau. Sa lignée démoniaque pourrait provenir de n'importe quel ancêtre. Mais utiliser le pouvoir démoniaque sans contrat était essentiellement une tricherie. Avec cela, elle l'invite à utiliser ce pouvoir. Et à tuer des anges avec elle. Après tout, il parle toujours de sauver des gens de ses propres mains. Un jeune homme est tout pour tuer des anges. Et venger ses parents, mais il ne veut jamais redevenir cette forme. Il se rappelle avoir perdu le contrôle à l'époque. Et frissonne à l'idée de perdre son humanité. Kumi s'est penché en arrière avec exaspération et l'a traité de pathétique. Haru demande poliment combien de personnes sont au courant que des anges essaient de manger des gens.
Elle révèle que les adultes l'ont découvert il y a longtemps et ferment les yeux, la nouvelle les choque et les confond. En considérant les avantages et les inconvénients de l'existence divine. C'est un bilan positif pour le pays. En d'autres termes, les bénédictions étaient tout simplement trop précieuses. Kay n'en a jamais reçu, donc il ne saurait pas, mais les bénédictions font plus que simplement guérir les blessures. Conscient de leur force inégalée, le demi-démon soutient qu'il ne s'agit pas de pour et contre alors que des gens étaient sur le point d'être mangés. Cela dit, il se souvient de demander à Haru ce qu'il faisait dans le sanctuaire hier. Il hésite et détourne le regard, ne voulant pas donner de réponse. Le jeune garçon change de sujet. Et demande combien de personnes ont été mangées jusqu'à présent. Autant qu'ils le savent, 7000 personnes ont été consommées depuis 5 ans. Tandis que Kay est choqué et inquiet, Haru murmure qu'il s'attendait à plus. Leurs réactions divergentes sont suffisamment intrigantes pour attirer l'attention de Kumi. Elle pensait qu'ils étaient de bons amis. Mais cela ne semble pas être le cas. Le demi-sang insiste sur le fait qu'ils le sont et qu'ils ont même vécu sous le même toit une fois. Après qu'il ait été orphelin, la mère de Haru lui a permis de rester chez eux. Cela a duré 3 ans et il s'en souvient avec tendresse. Mais son ami ne partage pas ses pensées, sa réaction n'échappe pas à l'œil de Kumi, mais elle l'ignore et se lève en disant qu'il est temps de rencontrer leur quota. Elle s'approche soudainement de Kay avec un grand sourire et l'entraîne vers la fenêtre. À sa grande surprise, elle l'invite à sortir en rendez-vous pour changer d'air. Le garçon triomphant accepte immédiatement. Sans même y penser, avant qu'il ne puisse se rétracter, la queue de gourou s'enroule autour de son corps. Et il vole par la fenêtre sans aucun autre avertissement. Haru se retrouve tout seul comme ça, seulement 7000 personnes ont été mangées. Mais avant cela, 3500 personnes mouraient dans des accidents de la route chaque année. Comparé à cela, les anges étaient vraiment rentables après tout. Manger des choses pour rester en vie n'était pas intrinsèquement mauvais. Et même les humains le font. La seule raison de la forte réaction est que les humains sont ciblés uniquement. Avec tout cela en considération, il conclut que les anges sont en fait plus gentils que les gens. Ils ne disent pas des choses comme le pouvoir n'est pas donné. Mais saisi de ses propres mains, il regarde soudainement vers le bas en marchant. Ayant accidentellement marché sur quelque chose de dégoûtant. Pendant ce temps, Kay était toujours dans les airs, appelant Kumi qui n'écoutait même pas. Elle était complètement perdue dans ses pensées. Puisqu'elle venait juste de saisir sa main sur un coup de tête. Suspendu dans les airs, il se plaint d'être traîné et forcé de laisser Haru seul avec la mention de l'ami. Elle dit qu'il pourrait être dans un très mauvais état. Pour expliquer, elle pointe vers le bas et attire son attention sur un enfant. Elle ne faisait pas grand-chose, juste prier. Les anges de bas niveau attirent les gens en prétendant accorder des pouvoirs. Tout comme ils l'ont fait avec Haru. Exterminer des nuisibles comme cela est son devoir. Alors elle va maintenant lui faire une démonstration. Obstinément, il se libère de l'emprise de Gur et saute, car il n'était pas le moment de regarder. L'ange demande comment elle peut aider. Et l'enfant explique comment elle ne peut pas suivre à l'école. On lui a dit qu'ils peuvent exaucer des vœux. Elle espère améliorer son intellect, cela peut sembler de la tricherie mais le divin ne discrimine pas et ne refuse pas les souhaits. Les yeux de l'enfant brillaient d'espoir pour lui accorder son salut. L'ange lui a saisi les épaules et a ouvert grand la bouche figée dans l'incrédulité. La fille ne pouvait que regarder en silence. Juste à ce moment-là, Kay plongea pour donner un coup au mangeur d'humains. Tandis que les deux se faisaient face, Kumi regardait d'en haut et Gur dit que le garçon surhumain avait en fait réussi à se libérer de son emprise. Cela ne fait que la rendre encore plus désireuse du jeune homme. Frappé et repoussé, l'ange identifie le pouvoir d'un berger et est dégoûté d'entendre cela. Kay lui demande de quoi elle parle. Cependant, elle se contente de l'attaquer en l'appelant hérétique envoyé par des démons pour s'immiscer dans son repas. Un énorme pied planait au-dessus des humains. Et la fille a été ordonnée de fuir, cependant l'énorme âme était trop grande pour être évitée. Et s'est abattue sur leur corps. Cela semblait anticlimactique car Kumi s'attendait à plus. Juste à ce moment-là, l'ange est surprise. Alors qu'elle sent le demi-sang repousser son pied et protéger l'enfant, il utilise tout son corps comme un bouclier. Mais ses jambes ne l'écoutaient tout simplement pas, la force qui le poussait vers le bas devenait encore plus forte. Sadat est arrivé juste à ce moment-là et lui a dit d'utiliser simplement son pouvoir démoniaque. Il refuse de le faire et lui dit même de se taire. Mais c'est justement ce qu'elle déteste chez lui. Le jeune homme continue de déclarer son désir de sauver les gens. Et ne peut même pas considérer les sentiments de son ami qui s'accroche aux anges pour obtenir de l'aide. Il n'est même pas humain. Mais croit qu'il sait ce qui est le mieux pour tout le monde s'il voulait vraiment être utile à quelqu'un. Alors il doit se sacrifier et la combattre. Ses paroles le font vaciller. Des années auparavant, son père avait avoué sa peur de sauter dans les flammes.
Mais il le supporte en pensant à qui il va sauver. Sa mère se fâche parfois contre lui et lui dit d'arrêter de se sacrifier. Mais il est juste un gars maladroit qui est figé dans ses habitudes, maudissant tout cela. Kai permet au pouvoir de s'infiltrer. Le mépris remplit son corps et la démonisation prend complètement le contrôle de son corps. L'ange est choqué d'autant plus. Alors qu'il découpe son pied d'un geste de la main en un clin d'œil, elle se retrouve avec un énorme trou sur le côté. Et Kai était déjà derrière elle, tenant le noyau doré de sa vie dans sa main, riant de plaisir. Il acquiert une nouvelle résolution. Pour anéantir chaque ange sur l'autre main, Kumi sourit et l'accueille. Dans le monde des démons, Kai était déjà dans les airs démonisés et chassant un autre ange. Le divin a poussé sa lame dorée en avant. Mais l'arme se brise en touchant la peau dure du démon. Au reflet des fragments, on peut voir le garçon saisir l'ange et l'enfoncer dans le mur, l'incapacitant en quelques instants. Il retire le noyau doré de sa poitrine. Pendant ce temps, une femme dans l'ange était secouée. Incapable de comprendre pourquoi un ange avait essayé de la poignarder, Kai, toujours sous sa forme démoniaque, l'a appelée et l'a averti de ne plus compter sur d'autres anges. À moins qu'elle ne veuille que cela se reproduise. Malheureusement, cela semble plus comme une menace personnelle et l'incite à fuir par peur. Acceptant déjà ce résultat, il se laisse simplement tomber. Kumi est apparue au-dessus de lui au milieu d'une sieste. Et l'a félicité pour son bon travail. Cependant, elle se demande pourquoi il est passé à sa forme humaine alors que d'autres ennemis pourraient être dans les parages. Pour répondre à ces questions, il mentionne comment elle combat aussi avec le pouvoir des démons et il lui demande si elle a déjà eu peur de se réveiller. En tant que monstre qui ne peut pas revenir en arrière, il n'arrive toujours pas à faire confiance à ses pouvoirs. Donc il ne les utilise que si nécessaire. Cette hésitation pourrait être fatale. Il se rappelle que mourir signifie qu'il ne peut protéger personne. Déjà conscient de cela, il argue qu'il a battu l'ennemi, donc ce n'est pas un problème. Jer est irrité par son imprudence et ne peut pas croire qu'il s'inquiétait réellement pour lui malgré leur querelle. Il les remercie pour toute cette préoccupation. Puisqu'il a tellement confiance en lui-même. Kumi décide de le laisser gérer les cibles seul. Elle dit alors qu'il y a une autre raison de tuer des anges. En plus de les voir s'attaquer aux gens, cette déclaration l'intrigue naturellement. Pendant ce temps, un être divin était assis sur un trône. Notant comment une autre lumière de vie a pâti. Sachant que les bergers en sont responsables. Il fronce les sourcils de colère et ordonne que les exécuteurs soient envoyés. De retour dans son restaurant habituel, Kai downs plusieurs bols de ramen. Et dit qu'il recommence à travailler si dur. Il finit son repas et trouve Haru dehors qui l'appelle pour avoir mangé autant si tôt. Il dit qu'un travail ouvre l'appétit. D'un regard prudent, son ami lui demande s'il a tué un autre ange aujourd'hui. Le demi-sang n'avait jamais imaginé que tant de gens s'accrocheraient réellement aux anges. Après tout, quelqu'un comme lui ne comprendrait jamais ce que c'est que d'être faible. Changeant de sujet. L'horreur note à quel point il semble beaucoup plus à l'aise maintenant avec l'idée de se transformer en démon. Il essayait d'être un humain décent. Mais il a été transformé en démon contre sa volonté. Chaque fois qu'il prend cette forme, il a l'impression de ne plus être lui-même. On lui dit d'arrêter si c'est si difficile. Mais il ne peut pas rester là à regarder les autres être sacrifiés. Juste parce qu'ils sont devenus désespérés, le demi-sang est alors interrogé sur le fait de savoir si ce qu'il fait réellement une différence. Haru a beaucoup réfléchi tout seul. Sur le fait que les anges ne sont pas des ennemis. Kai lui rappelle tout ce qu'ils ont perdu à cause d'eux, mais son ami dit que les morts ne sont que de petites gouttes dans un seau. Grâce aux anges, tout le monde était heureux. Et quelques sacrifices doivent en valoir la peine. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient incroyables. Plutôt Kumi avait révélé que les bénédictions contiennent du poison. Tandis que certains se tournent régulièrement vers le divin pour des guérisons et des miracles, leurs âmes sont contaminées petit à petit. L'humanité de quelqu'un se flétrira lentement. Plus une humanité reçoit de bénédictions. Haru ne voyait pas les anges comme des ennemis même après avoir failli mourir à cause d'un. Il est devenu tellement préoccupé par ses problèmes. Qu'il ne peut se soucier de personne d'autre. Quant aux gens qui reçoivent sans cesse des bénédictions. Ils deviendront des zombies vivants, ne ressentant et ne pensant à rien. Ils errent comme de simples morceaux de chair. Ils sont appelés les apôtres. Et l'objectif des anges est de produire en masse ces apôtres. On pourrait normalement simplement anéantir l'humanité, mais ils ont trouvé les humains plus utiles que prévu. Ceux qui deviennent des apôtres sont transformés en armes et exploités en tant que membres d'une vaste armée. Maintenant, c'est leur mission. D'empêcher cette armée de se former. Juste à ce moment-là, la voix de Satan lui dit de ne pas craquer alors que Haru remarque. Il s'excuse d'avoir un peu perdu le fil. Il n'aurait jamais considéré les autres comme des sacrifices pour leur bien. Alors qu'il s'éloigne,
le jeune homme dit qu'il n'a jamais compris pourquoi le jeune homme était si attaché aux humains. Avant de devenir un démon, il devait déjà connaître son identité depuis qu'il était petit, il était un voyou qui continuait à collectionner des combats à moins qu'il ne veuille se venger. Pendant ce temps, Haru demande pourquoi il s'accroche à son humanité et nie qui il est. Après y avoir réfléchi un moment, il pince la joue de son ami en disant que ses pensées sont trop compliquées. En termes simples, il veut juste faire ce qu'il peut faire. Juste à ce moment-là, un appel de Kumi arrive lui demandant de se battre comme avant. Il a dit à Haru de venir à lui. Et de ne pas s'inquiéter des anges s'il est dans une situation difficile. Malgré l'offre généreuse, il ne peut s'empêcher de regarder en bas avec regret dans les rues. Il pense aux mots du jeune homme, il a été appelé un démon métis. Mais dès le jour de sa naissance, les gens l'ont déjà traité comme un démon, son éclat de colère le fait percuter une femme qui n'a pas peur de le réprimander. Elle confirme où il va à l'école. Et lui demande pourquoi il se détourne et s'éloigne dans la direction opposée. Voyant sa cicatrice. Elle se demande si le jeune homme est le métis dont on parle. Plus tard, Kai arrive au bord d'une rivière et regarde autour de lui pour trouver la cible qu'il doit éliminer. Un vieil homme à proximité tremble et répète comment tout le monde autour de lui a été mangé. Comme un bon samaritain, il vérifie son état. Soudain, son corps fond. Et le jeune homme recule, complètement choqué. Il sent quelque chose et lève les yeux, heureusement, ses réflexes sont aiguisés, lui permettant d'esquiver une énorme frappe de hache venant d'en haut, le bras flottait. Et son attaque a coupé le banc et l'homme en morceaux, une voix est alors entrée, partageant qu'il a 3 cadavres de berger en sa possession. Heureusement, 4 sonnaient comme un son doux et délicieux, un type au look dangereux était arrivé. Et il n'y a pas d'autre choix que de l'utiliser, l'étrange être s'est présenté comme Greg. L'exécuteur qui est venu rendre son jugement sur le berger. Kai est immédiatement en alerte, rencontrant un exécuteur pour la première fois, ses multiples bras ont tiré en avant. Chacun tenant une hache qui peut le couper en deux, il fait de son mieux pour esquiver les lames. Se demandant toujours pourquoi il était soudainement ciblé, Greg était impressionné qu'il puisse voir toutes ses attaques. Mais la dernière arrivait plus qu'il semblait si insistant. Et déterminé à l'attraper, Kai manquait d'options, l'arme tranchante se dirigeait vers ses jambes. Il esquiva rapidement en sautant haut dans les airs, regardant la lame qui était coincée au mur, il plongea vers le bas, ayant l'intention de la briser avec ses poings nus. Alors qu'il s'apprêtait à entrer en contact, le bras tranché et la hache émirent soudainement une énergie verte et le jeune homme se retrouva englouti dans une forte explosion. Ça brûlait, mais il ne savait pas ce qu'il avait causé, de toute façon, c'étaient les flammes du jugement de Greg. Qui exorcise les démons et les rend faibles, juste comme ça, il croyait que le combat était déjà terminé. Cependant, Kai continua à se battre, le mettant même en garde contre le fait de le sous-estimer. Dès qu'il dit cela, son ennemi punit son arrogance. Et enfonce une hache dans son flanc, pris au dépourvu et non préparé, cette attaque unique faillit l'achever sur le coup après quelques secondes. Les flammes vertes commencèrent à sortir de son corps et tout son être fut dévoré par la flamme sinistre de l'exécuteur. Greg lui dit de ne pas désespérer. Car il nettoiera son enveloppe peu importe à quel point elle est carbonisée, cela ressemblait à une bataille déjà gagnée mais un pouvoir démoniaque éclata soudainement du feu émeraude, démonisé. Kai sauta et atteignit son ennemi en un instant. Comme déchirer du papier. Il déchire le corps de l'exécuteur avec ses mains malgré le trou dans son corps. Greg était impressionné qu'il puisse faire autant tout en étant brûlé, il prend le contrôle du garçon avec ses armes. Le considérant comme un vaisseau digne de numéro 4, Kai ne pouvait pas bouger son corps et même sa guérison instantanée était retardée. Comme Kumi l'avait averti, sa réticence à se démoniser s'avérait fatale, il ne veut pas accepter la défaite. Mais ne peut rien faire alors que la hache s'abattait d'en haut, juste à ce moment-là, une fille familière apparut. Et frappa les bras de l'exécuteur, le métis reconnaît Suzu comme la femme d'avant sans donner d'explication. Elle l'entraîne loin des membres portant la hache, Greg est agacé. Car des renforts sont arrivés au pire moment, d'autre part, Kai demande à son sauveur si elle est une connaissance de Kumi, sa question lui fait comprendre qu'il est complètement à l'écart, le garçon frappait un autre bras d'exécuteur avec aisance, elle regarde le métis. Notant qu'il a l'air particulièrement faible, Greg lui ordonne de s'écarter, réclamant l'enveloppe pour lui-même. Sa lame l'entoure mais elle ne le voit que comme une occasion parfaite avec une technique incroyable et une capacité de combat. Elle repousse les armes sans jamais se faire toucher et appelle cela une leçon sur l'extermination des anges. Soudain, une puissante explosion d'énergie violette jaillit de son corps,
Kai la voit pour la première fois. Mais reconnaît la passion dont Kumi parlait, elle est contente qu'il en ait au moins connaissance et présente la passion extatique que son démon dévore. Plus elle aime un combat à mort, plus elle devient forte, son démon contractuel Zaki émerge autour d'elle, prêt à se montrer aux novices. Leur corps fusionnaire et Suzu débordait d'énergie démoniaque autour d'elle, Greg était dégoûté par sa forme. N'aimant pas la fille du tout, puisqu'il n'a pas besoin de son corps, il va juste incinérer la moelle de ses os, le berger se moqua de ses menaces en disant qu'il ressemblait à son élève. Cela dit, elle décide de lui donner une leçon précieuse. Et écrase sa botte à pointe dans le sol tandis qu'elle l'enfonce profondément, d'énormes plantes épineuses jaillissent de dessous, se dirigeant droit vers Greg. Et transperçant ses membres en chemin, il est choqué de voir que les plantes se déplacent assez vite pour l'entourer, si cela ne le tue pas, Suzu acceptera de jouer le jeu. Après tout, l'enseignante est libre jusqu'à la 2e période, ces mots insolents ont enragé l'exécuteur qui a alors juré de la tuer. Cependant, une lumière brillante a flashé d'en haut. Et l'ange a disparu du champ en un clin d'œil, le berger Harry, se considérant comme la gagnante alors que son ennemi s'enfuyait. Pendant ce temps, Kai était juste en admiration devant ce qu'il avait vu. S'il a autant de force, alors peut-être qu'il peut encore sauver Haru, parvenant à peine à ramper sur le sol. Il supplie Suzu de lui apprendre le pouvoir qu'elle utilise, il utilise ce qui lui reste de force. Pour s'accrocher à sa cheville et demander son aide, elle et son démon contractuel le regardent et rient en voyant qu'il s'est évanoui après avoir exprimé sa demande. Satisfait de son courage, l'enseignante promet de faire de lui une machine à tuer de première classe, un enseignant demande à Haru s'il est allé à l'école avec Kai aujourd'hui, lui disant qu'ils n'ont fait cela que sur une courte distance, l'enseignant l'ignore. Après tout, le jeune homme ne peut pas vraiment dire que son ami était en train de combattre des anges. Le reste de la journée s'est déroulé comme d'habitude et il était temps de rentrer chez lui. Toujours seul. Il se demande si Kai a été mangé par un ange lors d'une bataille, mais rit à cette pensée absurde, croyant qu'il doit juste se reposer chez lui, il se dirige vers l'appartement du jeune homme. Et frappe à la porte, personne n'ouvre ni ne répond, mais Haru remarque que l'entrée est ouverte. En y réfléchissant, il détestait que son ami ne verrouille jamais la porte pendant qu'ils vivaient ensemble. Voyant l'intérieur complètement vide, il commence à s'inquiéter que quelque chose de mauvais soit réellement arrivé. Encore une fois, il l'ignore. Se souvenant comment Kai avait même survécu après qu'une moitié de son corps ait été mangé. Il n'y avait aucune raison d'être si nerveux. Surtout pour quelqu'un qui n'est même plus humain. La seule vertu de son père était le sacrifice de soi. Tandis que sa mère a profité du désastre et a disparu, Haru se demande lequel d'eux était responsable de sa transformation en démon. Kai était complètement bandé et toujours inconscient à ses côtés, se plaignant de la façon dont il pouvait dormir si profondément. Pendant ce temps, Kumi s'est détournée et est retournée silencieusement dans sa chambre, elle avait de grands espoirs pour lui et regrette ce qui s'est passé de tout son cœur. Gura est confuse quant à pourquoi. Dès qu'elle est entrée dans sa chambre, les larmes de la fille ont immédiatement commencé à couler, elle se blâme en disant qu'il ne serait pas à moitié mort si elle l'avait juste accompagné. À sa grande surprise, une voix venant de son placard lui dit de ne pas pleurer, une jambe d'ours a soudainement ouvert la porte de son armoire et Kumi demande ce que la personne fait dans sa chambre. C'était Suzu tenant une bière et disant qu'elle fouillait dans les vêtements de la fille. La junior lui a reproché d'agir ainsi sans permission. Mais l'enseignant soutient que c'est un prix juste à payer après tout, elle a personnellement sauvé son recrue des griffes de la mort. La vérité flagrante fait de nouveau couler les larmes de la fille. Suzu se demande pourquoi elle ne lui a pas appris à libérer son pouvoir dès le départ alors qu'il était déjà assez fort. Elle pensait qu'il serait capable de gérer un ange de rang 2. La femme se moque d'elle et révèle que Kai était contre un ange de haute classe de 6e rang après avoir tué trop de rangs inférieurs. Il était donc naturel qu'il soit remarqué et ciblé par un exécuteur. Kumi est choqué, ne sachant même pas comment elle a réussi à sortir indemne. Mais tout cela grâce au novice, s'il n'avait pas déchiré l'estomac de Greg, elle serait probablement allongée sur le lit avec lui assis à côté de la fille. Suzu lui rappelle leurs deux principales responsabilités: la mission des détenteurs de pactes démoniaques est de tuer des anges et de sauver leurs camarades, elle veut lui apprendre à libérer son pouvoir. Mais si elle fait cela, il lui demanderait inévitablement quelle est sa passion. Se tortillant d'embarras, elle refuse de lui faire savoir qu'elle est renforcée par la honte. Cela fait rire Suzu. Car c'est juste pour sa propre commodité, il n'y a que 2 personnes qui connaissent sa véritable nature, ce qui est mieux compte tenu de ses conditions. Il est compréhensible qu'elle cache la vérité derrière un visage arrogant et froid.
Même les vêtements révélateurs qu'elle ne porterait normalement jamais sont censés la rendre plus forte. Suzu la taquine en disant qu'elle pourrait en fait devenir accro à cette sensation. Kumi le nie avec ces mots. Mais la réaction de son corps révèle la vérité dans l'hypothèse de sa senior. Passant à autre chose, l'enseignant prend la responsabilité de former Kai, puisqu'elle ne peut pas le faire elle-même. Avec un sourire satisfait, elle dit qu'elle a déjà reçu la permission d'Oda. Le jeune berger essaie de protester mais le leader lui-même a déjà approuvé. En parlant de lui, Oda était dans la pièce où le métis était allongé et se remémorait l'histoire de sa mort et de sa renaissance, en particulier comment il était apparu de l'intérieur d'un oiseau qui poussait de la moitié de son corps, au lieu de régénérer à cause d'un noyau. Peut-être que la moitié de lui qui a été mangé a été remplacée par de la chair démoniaque si la mort était le déclencheur. Alors son côté humain était-il déjà mort ou l'oiseau était-il une porte vers son inconscient? Concluant que réfléchir à cela est inutile, il décide de demander au garçon lui-même. Élève un couteau au-dessus de son corps sans défense. Alors qu'il s'apprêtait à percer sa peau, la lame en acier se divisa soudainement en deux, prenant même Oda par surprise. Une voix et une énergie familière apparurent, questionnant ce qu'il fait à l'hôte. Le leader des bergers dit qu'il n'a aucune intention hostile. Et veut juste apprendre à le connaître. C'était parfait car Satan s'ennuyait lui-même. Émergeant du corps de Kai, il promet de parler si l'humain l'amuse suffisamment. Cela dit, il s'excuse d'avance. Au cas où il se laisserait emporter et le tuerait, imperturbé par le puissant démon. Oda prend un moment en espérant que l'être devant lui n'est pas un esprit ordinaire trouvant une pile de canettes de bière dans le garde-manger. Suzu s'extasie sur la prévenance de son leader et prend une grande gorgée. Soudainement la canette dans sa main disparaît. Pendant ce temps, Oda était en plein combat contre Satan, il prend un moment étrange et la fait tourner entre ses doigts. En un instant, il semble que toute la pièce bascule. Et le bras du démon est remplacé par une collection de canettes en métal froissé. Le démon la regarde, confus et intrigué. Alors que les fines pièces de métal se brisent, Oda observe également, impassible, tandis que son ennemi l'ignore calmement, se demandant s'il est peut-être un magicien habile. Satan charge avec un coup, cette fois comme avant. Quelque chose change et ses jambes se transforment en autre chose, il est plus perplexe que frustré. Mais le berger dit qu'il substitue simplement des parties de son corps avec des choses de l'environnement, étant tombé au sol. Le démon soutient que c'est exactement ce qu'est un magicien. Coincé au sol avec juste un membre restant, il dit qu'il aime le jeune homme. Comme promis, il commence par révéler son nom. Oda se penche pour écouter, surpris par l'honnêteté de son ennemi. Malheureusement c'est une décision insensée. Alors que Satan cogne leur tête ensemble. Les démons sont des menteurs. Et que quelqu'un, n'importe qui avec du bon sens le saurait. Renvoyé par l'impact. L'humain s'agace et reprend son moment. Des jouets en peluche remplacent le torse du clown démoniaque et quelque chose de sinistre apparaît d'un trou dans l'air, enroulant ses bras autour d'Oda. Alors qu'il dit qu'il est bien conscient de leur traîtrise, il y a des rumeurs sur lui ayant fait un contrat avec un ange déchu, mais il est plus laid que prévu. Continuant à se moquer de lui. Satan annule le pouvoir du berger et apparaît juste au-dessus de sa tête, il frappe vers le bas avec un sourire. Visant complètement à le tuer avec une embuscade, juste à ce moment-là, Kai apparaît avec une étrange fureur, tirant son bras en arrière pour frapper fort, il plante son poing dans le visage du démon. Et l'envoie voler à travers la pièce. Oda est surpris qu'il soit même debout, mais il semble que le jeune homme soit devenu fou, complètement hors de contrôle. Puisque son enfant s'est réveillé, Satan dit qu'ils peuvent continuer leur petite querelle plus tard. Dès qu'il a dit son nom, le leader du berger et son ange déchu ont sursauté de surprise. Il n'y avait pas de meilleure introduction pour qui il était que celle-ci, promettant de danser à nouveau un jour, il disparaît dans un tourbillon de corbeaux noirs. Appelant et plongeant dans le trou sur la poitrine de Kai, la dernière plume entre dans son corps et Oda parvient à peine à l'empêcher de tomber en arrière. Enfin éveillé, il demande où il était et qui est l'homme portant un cache-œil devant lui, il avait espéré cela. Mais il semble que le démon soit une existence irremplaçable qui pourrait être trop. Une petite lumière brillait dans l'obscurité. Et deux hommes profitaient d'une partie d'échecs sous son éclat lumineux, cependant. Ils sont interrompus par un bruit étrange qui résonne dans la nuit dans les branches de l'arbre à côté d'eux, un ange les observe attentivement. Tandis qu'un homme est surpris qu'il ne puisse pas parler. L'être divin coupe court à sa curiosité. Et lui mange la tête entière, son ami regarde avec horreur, figé et incapable de faire quoi que ce soit sous le choc,
les pièces d'échecs tombent sur l'herbe alors que les deux humains sont entièrement dévorés. Juste à ce moment-là, le divin sombre bouillonne et se transforme, changeant de forme sur place. Il ne pouvait faire que des sons étranges auparavant, mais maintenant il identifie la lumière. Puis les mots qu'il prononce réalisant qu'il évoluait, l'ange riait follement dans l'obscurité, de retour à la base du berger. Oda confirme que Kai ne sait vraiment rien sur le démon, plus important encore, le garçon veut remercier son sauveur qui se dirigeait là par coïncidence. Agacé que sa bière ait soudainement disparu malgré sa bravade. Le leader la considère comme un berger fiable. Le métis a déjà entendu ce terme quelques fois. Et on lui dit enfin que c'est ce qu'ils appellent les humains. Qui ont fait un pacte avec des démons. Cela concerne des personnes comme eux. Et ils étaient à la base de leur opération de destruction des anges. Kai se souvient d'avoir été appelé un berger. Mais soutient qu'il n'a jamais vraiment fait de contrat. Oda a également réalisé il y a un moment qu'il est spécial, c'est un peu tard mais il se présente enfin comme le leader des bergers. Leur mission est d'anéantir les anges monstrueux. Qui dévorent et lavent le cerveau des humains pour gagner cette guerre. Il veut emprunter le pouvoir et l'assistance du jeune homme, il est surpris qu'il sache même qu'il aimait l'organisation a suffisamment entendu de Kumi. Cela dit, il est toujours difficile de croire qu'un humain puisse avoir autant de pouvoir. Tendant la main, il invite Kai à rejoindre leur cause et à protéger les gens côte à côte. Avant cela, il y avait une question à laquelle le jeune homme avait besoin d'une réponse. Et c'est la relation d'Oda avec Kumi. L'appelant sans se soucier et honnêtement son camarade. Il soupire et comprend la situation, ayant entendu son histoire, il se souvient lui avoir personnellement demandé de recruter le garçon. Mais elle ne s'inquiétait pas du tout, il était surpris de la confiance qu'elle avait, encore plus. Quand elle a révélé qu'il était déjà amoureux d'elle, cela pris en compte, Oda affiche une expression satisfaite sur son visage. Et dit qu'il est beaucoup plus proche d'elle qu'il ne le sera jamais, Kai reste étrangement silencieux pendant un long moment. Frappé par ces mots, après y avoir réfléchi, il réalise enfin l'implication de sa déclaration. Et serre d'urgence la main du leader, la tenant fermement, il dit qu'il les rejoindra et deviendra un berger aussi. Haru appelle Kai, son ami se tenait là comme d'habitude. Mais soudain, les haches aiguisées de Greg sont apparues et ont découpé son corps, cette image brûlait dans son esprit. Le jeune homme s'est réveillé de son cauchemar en sueur et haletant sur le lit, maudissant l'ange monstrueux. Il jure de l'écraser la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il a couru dans le quartier, incapable de rester immobile. Alors que le danger attendait de frapper, pour l'instant, il doit devenir fort le plus rapidement possible. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'a appelé et s'est approché avec un regard désagréable, son nom est Thomas. Et il plisse les yeux en demandant des directions, les deux jeunes hommes se disputent dès le départ, chacun notant l'apparence accrocheuse de l'autre. Alors que Kai dit ouvertement qu'il a l'air d'un punk, le garçon prend une épée en paille de son sac et frappe sa poitrine. Cela l'envoie par-dessus le mur et dans l'eau. Pendant ce temps, Thomas l'avertit de ne pas se moquer des Yankees, cliquant de la langue avec agacement. Il décide de demander des directions dans un magasin de proximité, juste à ce moment-là, Kai sort de l'eau en lui disant d'attendre, atterrissant derrière le Yankee comme une bête chassant sa proie. Il demande son nom, les choses s'échauffaient et cela allait se transformer en combat. Mais une voix forte les a soudainement réprimandés pour avoir combattu, leur camarade Kumi est apparu portant une robe légère et fluide. Alors qu'elle les appelait tous les deux au repère, en regardant ses traits, le nouvel arrivant confirme son identité. Pendant ce temps, le cœur de Kai bat vite en voyant à quel point elle était mignonne dans des vêtements normaux. Il réagit tardivement à la nouvelle d'être coéquipier, mais Thomas se concentrait sur qui elle était, se présentant. Il ajoute qu'il est venu dans leur colonie pour être le mouton le plus fort. Les tensions montent à nouveau entre les deux garçons et... Alors que Kumi révèle qu'ils ont en fait le même âge. Ils se dévisagent avec une irritation absolue, les trois retournent à la base en essayant de ne pas commencer une bagarre, Thomas appelle son nouvel allié flamboyant. Et demande depuis combien de temps il est dans la colonie. Kai ne sait pas ce qu'est une colonie, ayant été amené là tout à coup, c'est ce qu'ils appellent une ville. Où les gens qui ont été blessés par des anges se rassemblent, voulant se battre, en d'autres termes, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un avec une résolution à moitié cuite comme lui, le jeune homme rétorque. En disant qu'il a une volonté tout comme eux. Mais Satan lui parle soudainement, appelant son hôte un menteur, il se retourne rapidement, ne voyant rien là, il demande si quelqu'un d'autre a entendu une voix. Alors qu'il l'ignore et continue de marcher.
Les trois arrivent bientôt de retour au quartier général, amenés dans une pièce étrange et petite. Oda appelle Thomas à venir s'asseoir sur une chaise. Là, il allait faire un contrat avec un démon. Kai était désintéressé. Et essaie de partir pour faire de l'entraînement de force seul. N'importe qui ne peut pas former un contrat et la probabilité de succès est inférieure à 30%. Quant aux tentatives échouées, une explication supplémentaire est inutile et on lui dit de rester avec son camarade qui a volé sa résolution puisque cela vient de Kumi. Il décide de surveiller pour l'instant. Pour commencer, Thomas est instruit de mettre un casque. Et s'asseoir sur la chaise, cela semble ridicule et on dirait qu'il est joué avec, mais il réalise quelque chose de différent en regardant à l'intérieur, ce n'était pas juste des cheveux. Mais l'équipement était teinté de traces humaines, une épreuve inquiétante en effet. Le propriétaire ne réalisait pas que sa tête était détachée de son corps, enchanté par les mêmes mots. Il pouvait voir un monde brûler pendant 5 minutes, le conducteur était connecté à l'enfer, il en va de même pour la chaise qui, pendant 6 mois, a été utilisée pour prendre des vies humaines. Certains comme Kumi viennent à des démons spécifiques d'eux-mêmes, mais la chaise est comme une loterie démoniaque. Thomas va s'asseoir en attendant qu'un démon se montre. Et décider s'il va contracter celui qui apparaît, jetant un dernier regard à Kai. Le garçon passionné dit qu'il ne le laissera pas derrière lui. Après tout, c'est lui qui va venger son peuple. Au sommet d'un bâtiment, un ange salue Haru. Qui, note-t-elle, est toujours là pour les voir, prenant sa tête tendrement, elle propose de guérir ses blessures. Traitant également sa douleur intérieure, il parle des choses qui rendent sa vie misérable, il demande à l'ange si elle peut vraiment bénir quelqu'un avec du pouvoir, guérir et exaucer des vœux. Malheureusement, seuls quelques élus sont capables de faire tout cela. Il demande pourquoi elle s'accroche à lui. Elle dit que ses pouvoirs sont trop faibles pour le faire sans toucher. Avec son hésitation, elle se demande s'il a peur. D'autant plus que les rumeurs autour d'eux augmentent ces derniers temps. Lui tenant le cou, elle questionne son opinion sur l'idée qu'ils ont causé le désastre et mangent des humains. Tirant légèrement sa main, le jeune homme répond honnêtement et dit qu'il n'en pense pas vraiment grand-chose. Sa réponse la surprend, le pays utilise des anges pour l'économie. Et ceux qui connaissent déjà la vérité ferment les yeux, lui avouant que leur plus grand ennemi est en réalité son ami. Il propose un marché, il lui dira qui est leur antagoniste. Et elle doit manger quelqu'un qu'il veut se débarrasser. Thomas est assis silencieusement sur la chaise avec sa tête à l'intérieur du casque, il semble que rien ne se passe. Mais cela avait déjà commencé avec cela. Gaara rappelle au leader qu'il l'a prévenu auparavant, il y a 2 heures. Oda leur a dit qu'il veut que Kai observe la création du contrat, il veut utiliser le démon résident dans le garçon. Comme appât pour d'autres démons puissants. C'est possible en théorie, car les forts sont naturellement attirés les uns par les autres. Mais Gaara était contre cela, même s'ils sont attirés, les démons de haut rang n'ont aucune raison de former des contrats avec des humains, ceux ordinaires comme lui-même. Le font simplement pour éviter la famine. D'un autre côté, ceux qui peuvent se procurer de la nourriture eux-mêmes ne s'en soucieront pas et tueront simplement l'humain, au cours des 5 dernières années. Beaucoup de leurs camarades sont morts en essayant de vaincre Greg, le besoin de trouver quelqu'un qui peut enfin le tuer grandissait de jour en jour, regardant les tombes à l'extérieur de la fenêtre. Oda dit qu'ils ont besoin des forts et non pas de place pour les faibles. Pour gagner cette bataille, un pouvoir irremplaçable était une nécessité, pas un privilège. Kumi le regarda solennellement, dès qu'il mit le casque. Thomas se retrouva dans un endroit infernal. Presque immédiatement, une silhouette apparut derrière lui en disant qu'un autre humain était venu. Ils sont des créatures pitoyables et inférieures. Tous cherchant du pouvoir pour compenser, pour la première fois, le jeune homme voit un démon de haut niveau, la pression était immense. Et assez pour faire plier ses genoux, s'accrochant à son pendentif, il se rappelle de sa résolution. Le démon demande s'il cherche à se venger de l'ange qui a tué son ami. Il demande comment il pourrait le savoir. Orishi dit qu'il peut lire ses pensées comme un livre ouvert. Son nom était menaçant. Mais il ressemblait plus à Méduse pour le jeune garçon. Il a abattu d'innombrables humains en quête de pouvoir. Et n'a aucune intention de former un contrat avec un. La passion mûrit au moment de la mort et c'est exactement sa préférence en matière de dévoration. Dès qu'il sort sa lame, une déchirure s'ouvre dans le monde réel. Guru considère cela comme un échec. Et dit qu'ils sont en train d'être entraînés. Kumi empêche Kai de se précipiter, car seule la personne impliquée peut entrer en enfer. Cependant, Oda lui a attrapé la main, l'empêchant de tirer le garçon en arrière. À sa grande surprise,
il a tendu la main vers le corps de Thomas et s'est frayé un chemin vers l'enfer également. Kumi a silencieusement lancé un regard noir à son leader. Qui devait avoir prévu cela depuis le début? Une énorme fissure dans le ciel de l'enfer s'est ouverte et Orochi lui-même ne pouvait pas croire ce qui se passait devant ses yeux. Au-dessus d'eux, Kai se frayait un chemin et finit par s'écraser dans l'espace entre son camarade et le démon. Avec des yeux inébranlables, il fixa l'ennemi qui était simplement perplexe de la façon dont il s'était imposé là. En regardant de plus près, il réalise que le garçon avait été attiré par quelqu'un d'autre, avec l'image de Satan derrière lui. Kai remarqua à quel point le démon était grand en se tournant vers Thomas. Il dit qu'il est venu car il avait l'air d'avoir des problèmes. L'imprudence le surprend. Étonnamment, Orochi a remis sa lame dans son fourreau sans explication. Il dit soudain qu'il va entrer en contrat avec le garçon. Ces serpents s'enroulent autour du corps du jeune homme. Une seule personne peut rejeter les lois du monde. Et c'est le roi qui l'a tué il y a 100 ans. S'il utilise son hôte, lui aussi peut obtenir sa vengeance contre le roi. Avec cela, 2 portails sont apparus dans le monde réel et ont craché les jeunes intrus de l'enfer. Le fait qu'ils soient tous les 2 revenus vivants signifie que la formation du contrat s'est bien déroulée. Thomas était toujours au sol et peinait à reprendre son souffle, se dirigeant vers le toit peu après. Il regardait au loin, se demandant pourquoi le garçon flamboyant était venu le sauver. Ce garçon flamboyant est apparu juste à ce moment-là. Et dit que Suzu va lui apprendre à utiliser son pouvoir. Le délinquant dit qu'il a entendu parler de lui, comment un hybride. Combat des anges pour sauver son ami, trouvant cela injuste et déséquilibré. Kai exige d'en savoir un peu plus sur lui aussi. Thomas admirait son ami. Et était touché par son humanité, mettant ses camarades avant lui. Ce gars, Kozu, était son unique meilleur ami. Il se souvient encore des jours où il est venu l'aider, disant qu'il avait l'air d'avoir des problèmes. Pour cette raison, il va tuer chaque ange, peu importe ce qu'il doit sacrifier. D'un autre côté, Kai veut sauver tout le monde, alors il demande ce qu'il y a à accomplir en sauvant des inconnus. Il n'y avait pas besoin de réfléchir trop, il veut juste protéger tout ce qu'il peut. Alors qu'il fixait le garçon, l'esprit d'Orochi s'enroulait autour de Thomas, disant qu'il n'a pas l'intention de se lier d'amitié. Quand le moment viendra, il va aussi tuer Kai, et c'est la seule condition de leur contrat. Remarquant qu'il le fixait, le garçon demande s'il cherche la bagarre. Il passe cela sous silence, du moins pour l'instant. Toujours dans la base. Oda s'excuse d'avoir rassemblé ses camarades qui vivent loin et dit qu'il veut présenter officiellement les nouveaux venus. Un groupe assez normal était rassemblé. Emre a appelé le leader de manière désinvolte. Et se fait gronder par Seki, qui lui dit de ne pas être si impoli envers leur chef. Pendant ce temps, Natsu observait prudemment les nouveaux venus qui dégageaient une ambiance rude. Un homme encore plus rude nommé Kuga s'exclame en voyant les 2 nouvelles recrues. Et se plaint de la qualité des renforts. Oda lui assure qu'ils sont tous les 2 prometteurs, ce qui pousse l'homme au tempérament court à s'approcher de Thomas. Et à exiger de voir son démon. À sa déception, le garçon refuse en disant qu'il a promis de ne pas appeler Orochi. Sauf pendant les batailles. Après avoir marqué une pause d'un instant, Kuga mentionne son collier, qui a dû appartenir à quelqu'un, confirmant que le propriétaire original a été tué par un ange. Il dit qu'il a dû mourir parce qu'il était faible. Immédiatement, une énergie rouge sinistre s'est échappée de Thomas, incapable de se contenir, il s'emporte de colère. Et invoque involontairement le démon en lui. Ils ont tous salté de choc en voyant le serpent apparaître. Il avait promis de ne pas l'appeler. Mais il a brisé cette promesse si facilement. Pendant ce temps, Oda souriait de satisfaction en regardant le grand serpent se faufiler derrière. Le jeune homme, Kuga, recule après avoir réussi à provoquer la bête. Cependant, il n'en avait pas fini et voulait tester le pouvoir par lui-même. Natsu se mit soudain à se tordre et à vomir, se demandant quel démon c'était. Son visage a perdu sa couleur et son corps est devenu engourdi. Apparemment, elle peut deviner la force de quelqu'un juste en le regardant. En d'autres termes, le serpent devant eux était extrêmement dangereux. Gura intervient et identifie Orochi, le général démon dans la guerre ancienne en enfer. C'était un dieu qui a massacré 1000 armées à lui seul, prenant une cigarette. Kuga s'enflamme et se prépare à se battre. Natsu le dissuade, mais il est certain de ne pas perdre contre quelqu'un comme ça. Cependant, une main démoniaque éteint la cigarette, approuvant la fille. Son démon gnome dit
qu'elle ne veut pas gaspiller son énergie à combattre des non-anges. Avec cela, l'homme rude s'excuse d'avoir provoqué Thomas, disant qu'il l'a juste fait parce qu'il voulait voir et saluer son démon contracté. Pendant ce temps, Orochi lui rappelle leur accord de ne pas l'invoquer sans raison. Bien qu'il y ait des réactions mitigées face aux juniors puissants mais incontrôlables, on leur demande leur nom, les deux se présentent. Et Kuga dit qu'il a déjà entendu parler de Kai par Oda, entendant qu'il a été marqué comme quelqu'un qui poursuit Kumi. Il réfute cette affirmation mais cela l'a fait le regarder avec un visage boudeur et déçu. L'homme rit et dit qu'il peut comprendre, donc il a l'impression qu'ils vont bien s'entendre. Il se tourne ensuite vers Thomas et l'avertit que déployer toute sa puissance, comme plus tôt le fera dévorer instantanément, comme alternative. Il lui conseille de canaliser son pouvoir dans un médium comme une épée, terminant les salutations. Kuga s'éloigne en disant qu'il doit retourner à l'extermination des anges. Comme les autres ne feront pas leur part, il demande à Oda combien il a tué ce mois-ci, se heurtant au silence, il se demande combien de temps il va les faire travailler pendant qu'il regarde en paix. Contrairement aux autres, il n'est pas prêt à devenir l'outil jetable du leader, il s'en va, mais Thomas ne manque pas de saisir cet échange avec tout ce qui a été dit et fait. Il était temps de commencer à travailler réellement. L'équipe vétéran procédera à l'extermination comme prévu, tandis qu'Amra pensait déjà à célébrer ensuite. Kai demande quelle est leur mission et qui éliminer. Ce qui l'attend est un match de revanche et il a pour mission d'éliminer l'exécuteur Greg. Le garçon se rappelle de l'ange de la hache. Avec les cauchemars qui le hantent, Kumi suggère qu'il vaudrait peut-être mieux s'entraîner et se préparer un peu plus. Kai reste silencieux, il se souvient encore d'être enveloppé dans des flammes vertes, brûlant de l'intérieur et incapable de respirer. Oda envisage de le laisser au vétéran, étant si effrayé, ne voulant rien montrer de peu cool à Kumi. Il grince des dents et accepte la mission ridiculement difficile avec un sourire. Il y a 4 ans, un berger a rencontré Greg pour la première fois. Et ils avaient convenu de faire de leur mieux ensemble, agissant comme des partenaires. Ils régnaient comme le duo le plus fort. Cependant, le berger a un jour perdu contre un ange, qui a proposé de lui épargner la vie s'il se rendait. Greg a tout simplement abandonné son démon, qui était alors rempli de rien d'autre que de haine pour son espèce. C'est pourquoi il est passé d'un démon à devenir un ange obsédé par le fait de tuer des bergers. Avançant, les deux recrues se questionnent sur la présence de l'autre dans la mission. Pour une raison quelconque, une traînée rouge a soudainement coulé du nez de Thomas. Il l'ignore et dit que ce n'est rien. Mais Gur sait déjà que son corps était corrompu par le pouvoir d'Orochi. S'il continue à l'utiliser de manière répétée, son esprit et son corps se décomposeront progressivement, jusqu'à ce qu'il meure. Malgré leur relation tumultueuse, Kai le regarde avec inquiétude et lui dit de rentrer chez lui pendant qu'il gère tout, pendant qu'ils se disputent. Kumi trouve leur cible dans une impasse. Cependant, l'ange avait l'air assez différent, car ses flammes étaient blanches et ne portaient pas de hache. Le jeune berger l'a appelé en disant qu'il était venu rendre l'appareil de la dernière fois. Cela se révèle sans savoir qui ils étaient. Mais Kai continue de mal comprendre et avertit les autres de ces haches enflammées. Réalisant enfin qu'ils sont des bergers, l'ange questionne leur arrivée. L'hôte de Satan ne perdrait pas de temps et avait déjà démonisé et sauté. Cependant, son visage rencontre un bouclier épais et robuste. Thomas a regardé son camarade insensé se faire frapper et envoyer valser. Avant de combattre, il se souvient des conseils de Kuga sur le fait de canaliser son pouvoir dans un médium. Il se concentre, versant l'esprit d'Orochi dans son épée en bois. Cela dit, son ennemi ne le laissera pas s'approcher si facilement et frappe ses boucliers. Il n'y avait aucun moyen de s'approcher comme ça. Mais une partie imposante du corps de Gur s'est soudainement écrasée contre l'un des boucliers. Elle est prête à fournir du soutien et leur laisser la partie savoureuse du combat. Kai voit son style de combat pour la première fois et commence à courir, agacé que les deux aient l'air si compatibles sur le champ de bataille, utilisant encore plus d'araki. Un serpent a encerclé le corps de Thomas et s'est enroulé autour de sa lame renforcée. L'épée brise la barrière de l'ange. Il s'envole réalisant qu'il est foutu s'il prend un coup de cela. L'épée en bois était maintenant d'un rouge écarlate. Et aussi tranchante qu'elle pouvait l'être, l'exécuteur conclut qu'il doit en parler à ses frères, mais Kai avait déjà sauté, ne voulant pas le laisser s'échapper. Le jeune homme attrape alors l'œil flottant de la cible avec les deux mains, et a l'intention de le frapper à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se brise. Le tournant vers le sol, il plonge et s'écrase sur l'ennemi en premier. Au final, Kai était un idiot qui continue de faire des scènes inutilement tape à accent grave l'œil, le demi-démon ricana. Alors qu'il déchirait l'exécuteur de manière incontrôlable,
lançant des morceaux de son corps dans les airs, cela dure un moment plus qu'il cherchait avidement le noyau de l'ange. Malheureusement, il ne remarque pas la main jetée tenant l'orbe qu'il cherchait, le coup final était bâclé mais Oda regarde d'en haut. Et donne à ses deux recrues une note de passage. Thomas dit qu'il est probablement déjà mort mais il trouve tout de même étrange qu'il n'y ait pas de noyau. Se demandant s'il existe des anges sans noyau. Il se tourne pour demander à Kumi. Mais se fige en voyant son visage déçu, réalisant son erreur, il annule immédiatement sa démonisation. Visiblement mal à l'aise, elle le félicite d'avoir obtenu sa revanche comme la dernière fois. Il a perdu le contrôle et n'a pas pu garder son calme, maudissant tout cela, il enterre son visage dans ses paumes. Et se demande ce qu'il fait. Pendant ce temps, quelque chose ne va pas avec Oda, il y a encore le problème de Satan. Donc il décide de se pencher sur ce que le jeune homme pourrait leur cacher. Pendant ce temps, l'exécuteur est retourné vers ses alliés après avoir fui et été battu. Deux de ses frères le réprimandent en disant que c'est pourquoi il est considéré comme le plus faible parmi eux. Il partage alors que le garçon aux cheveux orange ciblait Greg qui se tenait également parmi eux, l'ange le fait taire. Et dit qu'elle s'occupera de l'affaire elle-même. Soudain, elle trouve la lame d'une hache à quelques centimètres de son cou, se demandant ce qu'il pense faire. L'exécuteur familier dit que le garçon lui appartient, Greg ne permettra aucune interférence dans son combat même si cela vient d'elle, son audace la fait grimacer. Et elle essaie de rappeler à l'ange sa place parmi eux, juste à ce moment-là, un être énorme arrête le combat, c'était leur âme et il s'incline alors qu'il leur rappelle ce qu'ils détestent le plus. Éradiquer les bergers peut attendre et leur priorité est de transformer les humains en bétail. Dévorer leur chair et continuer à évoluer, voyageant avec Kumi. Oda apparaît dans un complexe d'appartements depuis l'obscurité. Parlant à un démon assistant, il le remercie pour son aide, maintenant il devait entrer dans le vif du sujet, il se demande ce qui sortira de sa petite enquête. Dans la maison de leur nouvelle recrue, la fille demande s'il va vraiment entrer sans aucune permission. Et sa considération lui fait se demander si elle commence à réciproquer ses sentiments, avec une voix tremblante, elle nie l'allégation. Insistant sur le fait qu'il n'est pas du tout son type, elle refuse d'avoir une relation au-delà de camarades, car cela fait mal quand elle perd quelqu'un. Guru suggère alors que Kai n'est qu'un plan de secours jusqu'à ce que son véritable amour apparaisse. Elle le gronde pour avoir utilisé un mot aussi sale et avertit le démon de ne plus jamais l'utiliser. Ils sont tellement occupés à plaisanter. Koda est déjà plusieurs étapes en avance. Appelant le démon, il lui demande comment son espèce perçoit Satan et s'il est craint ou respecté. Il répond facilement et dit qu'il est détesté à mort. L'ancien enfer était régi par le chaos. Quand un nouveau roi naissait, il était immédiatement tué par quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir, mais cela a changé parce que Satan était si fort qu'il est devenu impossible de s'élever au sommet. Ainsi, le cycle s'est arrêté. Concluant qu'il est détesté par tous les démons, Guru demande pourquoi cet intérêt soudain. Vite à comprendre, il réalise la réponse à sa propre question. Kumi est un peu plus lent à saisir. Mais il continue à deviner correctement la raison pour laquelle il a utilisé Kai comme appât lors du contrat de Thomas, faisant rappeler au leader comment un démon est apparu du noyau du garçon. Quand il a essayé de lui faire du mal, Satan, malgré son apparence et son ton de clown, a ignoré ses attaques. Cela dit, pourquoi un roi des démons? Signerait-il un contrat mesquin avec un humain aléatoire depuis qu'ils se sont rencontrés? Kai a insisté sur le fait qu'il ne savait rien. Mais Oda ne peut pas simplement accepter cela en tant que leader des bergers. Il veut savoir ce que le garçon cache. Ils entrent dans la chambre sombre des hybrides où ils voient des marques de griffes discernables sur le plafond. Ayant une idée, ils marchent vers l'un des murs. Notant que le papier peint venait d'être remplacé, il le déchire avec un couteau et il reste choqué alors que le papier est retiré pour révéler un mur teinté d'une couleur rouge profond. Et de nombreuses égratignures. Pendant ce temps, Kai se battait avec Thomas, qui était essentiellement débordant de concentration. Le coup du délinquant touche en premier. Voyant cela, Suzu appelle leur attention et met fin au match. Ils peuvent encore y aller. Mais elle a déjà compris ce qu'elle voulait savoir. Il demande sarcastiquement ce qu'elle a trouvé en les faisant se battre, entourés d'énergie. Elle dit qu'elle a trouvé leur passion, même Thomas l'avait. L'énergie créée par la friction émotionnelle. Il ne s'en rend pas vraiment compte. Jusqu'à ce que l'enseignant indique qu'il l'a aussi en offrant ce pouvoir aux démons. Ils peuvent acquérir un pouvoir incommensurable pour se battre, tandis que rien n'arrivait à Kai,
la lueur rouge de la passion de la colère apparaissait autour de Thomas. C'est une passion simple et forte. Ce qui signifie qu'il est destiné à des choses incroyables. Estimant que c'est suffisant pour la journée, elle dit aux deux de retourner dans leur chambre. Le délinquant se vante et dit à Kay de le regarder devenir le plus fort des bergers. Pendant qu'il s'assoit et ne fait rien, il n'était pas en colère parce qu'il avait été frappé lors du combat, mais était furieux car il se retenait, appelé pour ses frasques. Kay détourne le regard, se transformant en démon sans même utiliser le pouvoir de la passion, c'était incroyable en soi. Suzu lui dit de ne pas se déprimer. Juste parce qu'un camarade prenait de l'avance sur lui, son véritable problème était qu'un ange pourrait être en train de dévorer un humain. Pendant qu'il s'entraînait, l'instructeur dit que les bergers ne sont pas des héros. Donc il devrait arrêter de porter autant de responsabilités. Même si c'était vrai, il veut toujours devenir un héros comme son père, pour leur bien à tous les deux, il y a des années, il se tenait au sommet des intimidateurs tombés. Disant qu'il était venu sauver Haru, avec des yeux en larmes, le garçon demanda comment il pouvait faire de telles choses terribles. Avec des yeux déshonorés, Kay dit que les héros de la justice sont autorisés à faire n'importe quoi. Il était fort, cruel comme un démon, et son ami voulait être juste comme lui, maintenant il se tenait là sans émotion. Alors qu'un démon suspendait Higuchi par les mains, l'étudiant pleure dans l'angoisse. Et admet tout ce dont il l'accuse. Haru suggère alors qu'un ange peut manger quelqu'un à plusieurs reprises s'il est guéri à temps, avec de telles méthodes. Ils peuvent créer un système de mouvement perpétuel, malheureusement, les humains qui reçoivent des bénédictions trop souvent deviennent des apôtres sans vie, comme si c'était un jeu destiné à exploiter les règles. Il ne pouvait s'empêcher de sourire, le jeune homme a l'idée d'utiliser les bassins d'apôtres pour leur attaque, l'ange demande au sujet des antagonistes. Mais il sait qu'elle le tuera si elle n'obéit pas, entendant sa promesse qu'elle ne mentira pas, Haru met son téléphone dans son dos, ils ont l'air différents maintenant. Mais lui et Kay semblaient heureux à l'époque. Suzu enseigne à Kay comment développer sa passion en le fouettant de tout cœur, le garçon la supplie de le laisser partir et l'accuse de prendre plaisir à soumettre ses camarades à la torture. L'enseignante cache son excitation et lui dit qu'il est difficile pour elle de frapper ses camarades. Et qu'elle le fait avec un cœur lourd, effrayé par elle, il s'enfuit et elle le poursuit avec son fouet. D'autre part, Kumi discute de l'état de Kay avec Oda. Elle partage que Kay ne peut toujours pas faire ressortir sa passion mais montre une forte émotion en sauvant un ami, elle ne pense pas qu'il manque complètement de passion. Mais qu'il a juste besoin de quelque chose pour la déclencher. Oda est plongé dans ses pensées en regardant les dossiers des personnes disparues, avec Haru montré comme l'un d'eux, y compris l'intimidateur Higuchi. Il lui donne alors un téléphone et lui dit de le rendre à Kay. Elle est confuse à propos du téléphone puisque ce n'était pas dans leur plan. Et elle le collectait pour que les informations de la colonie ne fuient pas, elle se demande ce qu'il a pu penser puisqu'il lui a aussi demandé de ne parler de la chambre de Kay à personne. Avant de partir, il lui dit qu'il a une faveur de plus. Dans un flashback, le jeune Kay était ignoré par sa mère, affamé, il sortit de la maison. Et s'assit sur un banc dans un parc alors qu'il endure sa faim. Le jeune Haru s'approcha de lui et lui proposa de traîner ensemble, le gamin aux lunettes pensait qu'il était toujours seul. Donc il se disait qu'il serait seul, il faillit ignorer le gamin et prit une bouchée de ses boulettes de MUD. Le voyant littéralement manger de la MUD, Haru s'est affolé et l'a invité chez lui pour un bon repas copieux, entendant parler de nourriture, Kay accepta avec enthousiasme d'aller chez lui. Et c'est ainsi que tous les deux devinrent amis. De retour au présent, Kay est assis dans une piscine inutilisée. Et pense à son ami quand Kumi arrive et lui rend son téléphone, le garçon se demande s'il est autorisé à l'utiliser maintenant et remarque que les gens l'ont évité depuis hier. Il pense que c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez passionné et que c'est pourquoi les gens s'énervent contre lui, il pousse un soupir de frustration. Rien dans sa vie ne va bien et il se sent à nouveau seul après si longtemps, son estomac gronde alors. Se plaignant que la nourriture dans leur quartier général est toujours si peu, il envoie un message à Haru et l'invite à un repas. Instantanément, son message est marqué comme lu. Après un certain temps, Thomas arrive à la piscine et cherche Kay pour qu'il lui apprenne comment trouver le cœur de l'ange, mais le garçon est introuvable ailleurs. Kay rencontre avec enthousiasme Haru, car cela fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus, son ami est heureux de le voir sain et sauf. Et lui demande où il a séjourné tout ce temps, il met à jour Haru en lui disant que beaucoup de choses se sont passées. Depuis leur dernière rencontre et qu'il a failli mourir, cependant il ne peut rien dire de plus car c'est la règle et c'est une information sensible. À la place, il demande à son ami de lui parler de sa vie à l'école,
à la maison et ailleurs pendant qu'il mange pour se rattraper, Haru lui demande s'il se souvient du temps où ils vivaient ensemble. Ajoutant que sa mère parle encore souvent de cette époque et qu'elle le compare souvent à un garçon fort comme Kai. Il en a marre d'être toujours comparé à lui. Il affirme que pendant longtemps, ils n'étaient que des amis parce qu'il voulait juste évacuer ses impulsions violentes tout en le défendant des intimidateurs et en déguisant son motif en le protégeant. Et en étant un bon ami, Kai est plein de confusion face au comportement étrange de son ami. Haru lui révèle qu'il est du côté des anges. Kai ne peut pas croire les absurdités que son ami lui dit. Puisqu'il a failli être tué par eux auparavant, il jure de faire réaliser à son ami qu'il est déraisonnable quand soudain quelqu'un lui attrape la jambe et le tire. Le prenant au dépourvu, il se demande ce qu'est cette créature et avec horreur, il explique que l'homme était autrefois un humain qui a baigné dans les bénédictions d'un ange. En conséquence, l'homme devient un zombie vivant en regardant l'ange à côté de son ami. Il dirige sa colère vers elle et jure de l'écraser. L'ange lui dit qu'elle a fait un pacte avec Haru que le souhait de son ami de devenir un apôtre se réalisera s'il mange un Gucci et Ino. Qu'il avait autrefois intimidé, le garçon accepte. Voulant devenir un apôtre, furieux, il bondit et donne un coup de pied à l'ange au visage. Coupant court à ces absurdités et essayant de se rapprocher de son ami, il vérifie l'oreille de Haru et découvre que la blessure est complètement guérie. Et qu'il a reçu plus de bénédictions, il l'éloigne de l'ange en essayant de s'échapper avec lui. Il ordonne à son ami de se faufiler. Pendant qu'il dégage le chemin, cependant il est choqué de voir que les gens devant eux se transforment soudainement en monstres. L'ange lui dit qu'il ne croit que ce qu'il veut croire. Et qu'il est aveuglé par son propre ego en tant que démon. Un apôtre à côté de l'ange se jette sur lui et essaie d'attaquer, mais il parvient à attraper le monstre. Haru lui dit de l'assommer d'un coup de poing. Comme il le fait toujours, ce qui l'offense, cependant il réalise que l'homme devant lui n'est autre qu'Higuchi. Le garçon demande sans réfléchir pardon. Kai regarde son ami avec des yeux accusateurs, demandant ce qu'il est devenu et s'il est le même ami qu'il connaissait. À sa grande surprise, l'ange transperce un Gucci à travers la tête visant à l'empaler aussi, l'arme perce son crâne. Mais il se transforme en son ego démoniaque empêchant l'ange de le poignarder davantage. Il se jette ensuite sur l'ange, l'infligeant une blessure en un coup et lui tranchant le bras, essayant de le distraire, elle tente de blesser Haru. Mais il l'arrête avant qu'elle ne puisse entrer en contact, il se moque de l'ange pour utiliser des tactiques déloyales pour gagner alors qu'elle abandonne maintenant Haru. Après l'avoir utilisé pour l'atteindre, elle admet qu'elle est plus faible que Greg, donc elle n'est pas de taille face à Kai. À cause de cela, elle jouera intelligemment et sournoisement jusqu'à ce qu'elle survive et gagne, elle dit au revoir à Haru. Et reprend son arme divine à Kai. Haru regarde son ami avec des yeux écarquillés, en le regardant, il se souvient comment Kai avait l'habitude de le protéger même quand ils étaient enfants. Il était toujours si insouciant et si fort qu'il a demandé au garçon de l'aider à s'entraîner. Et son nouvel ami a accepté, il a partagé qu'il était le meilleur coureur du district et pour maintenir cette gloire, il s'entraînait tous les jours. Kai le trouvait incroyable et admirable. Parce qu'il avait quelque chose qu'il aimait faire. Haru lui a dit que voir son travail acharné porter ses fruits lui apportait tant de joie et que cela lui donnait un but. En entendant cela, le garçon lui a dit de lui apprendre à courir aussi. Il a répondu que si Kai le battait au sprint de 50 mètres, il l'aiderait à entrer dans l'équipe d'athlétisme. Le lendemain, une fille de l'équipe a raconté à Hitomi que le nouveau membre de leur équipe avait battu Haru en course et avait couru en moins de 6 secondes, un record plutôt impressionnant. Elle est soudainement devenue curieuse de savoir qui pouvait être le garçon. Pendant ce temps, Haru regardait Kai rire avec ses amis de l'équipe. Soudain Hitomi s'est approché et lui a demandé de lui présenter Kai. Confessant qu'elle avait un faible pour son ami. En faisant son devoir à la maison, sa mère lui a suggéré d'arrêter l'entraînement. Puisqu'il ne s'était pas encore amélioré. Haru a refusé d'abandonner, affirmant que s'il continuait à s'entraîner, il y aurait des améliorations dans ses résultats. Cependant, sa mère insistait pour qu'il s'arrête. Puisqu'il n'avait aucun talent. Elle a ensuite vérifié sur Kai, ce qui a alimenté la colère de Haru. Cela faisait longtemps que son dégoût pour son ami avait commencé. Kai avait tout pris de lui et il le détestait pour cela. À présent. Quand Kai regarde son ami, il est si choqué de voir qu'il est déjà mort. L'ange remercie son camarade de l'avoir sauvé, l'autre créature demande s'ils peuvent manger Kai maintenant. Mais l'ange lui dit que ce n'est pas encore fini. Pendant ce temps, Kai pleure pour son ami tombé, il crie de douleur, totalement dévasté.
Les deux anges prévoient d'utiliser les apôtres qu'ils ont en stock comme boucliers. Sachant que leur ennemi ne peut pas nuire aux humains. Mais comme un éclair. Kai attaque l'autre ange et le déchire en plusieurs morceaux. Laissant son partenaire horrifié. Kai rugit, incapable de se contrôler davantage. Consumé entièrement par le chagrin, du haut d'un bâtiment, Kumi et Guru regardent le combat se dérouler. Le démon contractuel l'exhorte à arrêter Kai avant qu'il ne devienne complètement fou, avertissant qu'il détruira tout s'il n'est pas maîtrisé. Kumi hésite. Se souvenant de la faveur d'Oda plutôt de garder un œil sur Kai mais de ne jamais intervenir quoi qu'il arrive. De retour dans la bataille. Kai attaque l'ange avec l'intention de l'anéantir à tout prix. Elle invoque un autre ange. Mais il le tranche proprement en deux. Elle le trouve pitoyable, réalisant que le même garçon qui hésitait autrefois à nuire aux apôtres tue maintenant sans réfléchir. Toujours en deuil pour son ami, le démon la blâme pour ce qu'il est devenu. La saisissant par le cou, il lui donne un choix. Perdre tout et recommencer en tant qu'ange sans nom ou utiliser sa bénédiction pour guérir Haru et il lui épargnera la vie. L'ange sait qu'elle ne devrait jamais conclure un accord avec le berger. Mais tout ce qu'elle veut maintenant, c'est survivre. Invoquant sa force restante, elle utilise son pouvoir pour guérir Haru, le ramenant à la vie. L'effort faillit la faire s'effondrer. Mais même dans ce cas, le garçon reste insensible, elle rit faiblement en disant à Kai qu'elle ne peut pas guérir une âme. Voyant son ami allongé sans mouvement, Kai est submergé par une douleur insupportable. Il supplie Haru d'ouvrir les yeux et désespéré de s'excuser parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu la chance de faire. Juste à ce moment-là, un autre ange apparaît et essaie de l'attaquer par derrière. Mais Kumi arrive juste à temps pour protéger le garçon en deuil. Gur informe sa maîtresse qu'il est à court de munitions et a besoin de plus de passion pour continuer à se battre. Kumi lui accorde plus de fureur, rechargeant sa force, elle gronde Kai pour être sortie du repère sans permission. Et l'exhorte à rentrer chez lui, mais Kai implore plus de temps, espérant que Haru se réveillera et lui parlera à nouveau, des larmes coulant sur son visage. Alors qu'il reprend sa forme humaine, suppliant son ami de revenir, le voyant si brisé. Kumi serre le poing et lui accorde 5 minutes de plus. Pendant ce temps, des secouristes arrivent sur les lieux. Ils rapportent qu'il n'y a pas de victimes confirmées jusqu'à présent, déployant des drones pour accélérer la recherche. Ils sont stupéfaits de trouver des traces de fluide de mort angélique sur le sol, puis ils aperçoivent le corps de Haru allongé à proximité, vérifiant son pouls. Ils annoncent que le garçon est déjà mort, ne trouvant aucune blessure externe. Ils concluent qu'il doit être mort d'une intoxication au monoxyde de carbone, mais lorsque l'un d'eux remarque une bosse inhabituelle sur sa main, il se fiche d'incrédulité. Alors que le garçon soudainement halète et ouvre les yeux, cherchant Kai dans un reportage d'actualité. Le présentateur fait une annonce sur les crimes de Kai contre les anges. Encourageant les citoyens à le trouver et à le remettre. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Meiji s'approche de Kumi. Et lui demande où se trouve Kai, pensant qu'ils pourraient avoir été ensemble puisqu'ils ont tous les deux séché le même jour, la fille nie connaître sa localisation. Disant que ce n'était qu'une coïncidence et quitte son siège, deux autres camarades taquinent Meiji pour avoir parlé avec sa rivale amoureuse, elle ne croit pas que ce n'était qu'une coïncidence. Et est sûre que la fille sait définitivement quelque chose. Les camarades sont d'accord avec elle et l'un commente que la façon dont ils ont marqué Kai comme le tueur d'anges est bien trop folle, il est difficile de ne pas croire aux nouvelles. Puisqu'ils ont montré son visage et sûrement ce n'est pas juste une accusation sans fondement. Doutant des allégations, Meiji se rappelle que Kai a toujours combattu pour protéger quelqu'un. Donc elle ne croit pas qu'il tuerait un ange sans raison, les amis commencent alors à débattre sur qui est le véritable méchant, il y a des rumeurs que les anges ont causé la tornade il y a des années. Et qu'ils mangent des gens, mais il n'y a pas de preuves solides à ce sujet, au milieu de leur conversation. Leur professeur apparaît et les entend, mais ne dit rien à ce sujet, il leur dit juste de sortir par le gymnase parce que la presse envahit le portail d'entrée. Avant de partir, il leur dit de ne pas parler des anges à l'extérieur, les élèves sont choqués par le calme du professeur face à ce qu'il a entendu, cela fait réfléchir Meiji sur le fait qu'il sait peut-être quelque chose sur l'affaire. Plus tard, elle s'affale sur son bureau en pensant aux événements récents lorsque sa porte s'ouvre légèrement. Révélant sa grand-mère, elle est choquée de voir la vieille femme. Se rappelant qu'elle a une opération demain et devrait être à l'hôpital maintenant, la grand-mère révèle qu'elle a été bénie par un ange et que cela a guéri son cancer. Se rappelant qu'elle a une opération demain et qu'elle devrait être à l'hôpital maintenant, la grand-mère révèle qu'elle a été bénie par un ange et que cela a guéri son cancer.
Elle a été informée par son médecin qu'elle pouvait rentrer chez elle après qu'ils aient confirmé qu'elle était clean. Meiji demande si sa grand-mère n'a pas peur des conséquences puisque nous ne connaissons pas pleinement les pouvoirs des anges. La vieille femme lui assure que les anges sont bons et qu'ils sont de leur côté, cependant il semble que la fille en doute encore. Ailleurs, Suzu boit avec un collègue enseignant Ishida. Le gars lui dit qu'il ne peut pas la ramener chez elle parce qu'il n'a pas de voiture. Elle répond qu'il n'a pas à s'inquiéter car quelqu'un viendra la chercher. Choqué, il demande si elle a un petit ami. Ivre, elle explique qu'elle va être récupérée par le démon à tête carrée noire. Intéressé par elle, le gars note dans ses notes qu'elle aime le type de gars démon. Ignorant le fait qu'elle est l'une des démons, son téléphone se met alors à vibrer, indiquant que la loi martiale est en vigueur. Elle est sûre que les plans d'Oda sont toujours en place. Pendant ce temps, les autorités interrogent la mère de Haru sur ces lieux. Puisque les traces de sang sur les lieux du crime sont confirmées comme étant les siennes, la mère devient hystérique, niant que son fils puisse jamais tuer un ange. Elle est sûre que Kai l'a entraîné là-dedans. Pendant ce temps, la mère de Kai, Miyuki, regarde les nouvelles avec une expression non pas d'inquiétude, mais d'indifférence. Elle sort ses armes quand soudain quelqu'un sonne à sa porte annonçant qu'il s'agit d'une livraison. Dehors, un homme déguisé en livreur, avec son groupe de voyous, attend qu'elle ouvre la porte. Ils attendent le moment parfait pour tendre une embuscade et attaquer Kai. S'attendant à ce qu'il sorte de la porte, il prévoit de le découper puis d'offrir son corps aux anges, avec un regard vicieux sur son visage. Miyuki ouvre la porte faisant entrer les voyous dans la maison. Elle sort alors son arme et tire sur eux. Une femme est si détendue qu'elle tape sur son ordinateur portable. Sans le regarder et est allongé, l'écran attire son attention. Alors qu'elle voit une vidéo en direct de quelqu'un près d'un bâtiment, la vidéo montre alors un jeune homme se filmant, alors qu'il rapporte que des fanatiques des anges ont localisé la mère de Kai et où elle vit et sont sur le point d'exécuter une exécution de vigilante. Pendant ce temps, Kai est dans sa chambre, se sentant toujours désolé pour lui-même pour ce qui est arrivé à Haru. Un portail sombre apparaît au plafond. Elle tombe de celui-ci et s'allonge sur le sol. Elle lui montre ce qu'elle regardait sur son ordinateur, et cela choque Kai. Pendant ce temps, Miyuki, la mère de Kai, a déjà tué 2 des personnes qui envahissaient son appartement. Elle en tue une autre mais le dernier parvient à éviter une balle et la frappe pour la désarmer. Confiant qu'elle est désarmée, l'homme se précipite vers elle. Miyuki sort une arme de l'arrière de son pantalon et lui tire 2 fois. Elle lui dit qu'elle a toujours des recharges et lui tire à nouveau pour finir le travail. Le jeune homme en direct est toujours dehors de l'appartement et informe ses spectateurs qu'il vient d'entendre des coups de feu à l'intérieur du bâtiment. Il entre et attend que l'ascenseur s'ouvre. Il remarque alors une mystérieuse barrière noire apparaissant derrière lui. La barrière disparaît révélant que Kai est à l'intérieur. L'homme informe ses spectateurs que Kai vient d'apparaître de nulle part. L'homme devient nerveux étant donné que Kai est signalé comme un tueur. Il reprend son calme, en se disant qu'il est un représentant de la justice et un vrai journaliste. Kai lui dit de s'écarter, mais l'homme reste ferme et lui parle pour le convaincre qu'il comprend pourquoi il tue des anges. Parce que des gens comme lui sur Internet savent que les anges ne sont pas tous bons. Cependant, il lui dit que la bénédiction des anges est un plus grand bien dont ils ne peuvent se passer, et qu'ils sont mieux maintenant qu'avant. L'ascenseur s'allume soudainement, le téléphone de l'homme se brise alors qu'il le tient. Miyuki est révélé avoir tiré sur le téléphone. Elle dit à l'homme de déguerpir immédiatement. L'homme s'enfuit. Elle dit à Kai qu'il n'aurait pas dû venir, puisqu'elle peut s'occuper d'elle-même. Elle informe son fils qu'il est un démon du côté de son père. Miyuki informe ses camarades par téléphone qu'elle a besoin d'aide pour se cacher. Kai interrompt son appel en lui demandant pourquoi elle a soudainement disparu. Et si c'est parce qu'il est un démon? Froidement, sans la moindre hésitation ni remords, Miyuki répond que c'est parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle lui dit qu'elle savait dès le départ qu'il était un enfant d'un démon. Elle précise qu'elle voulait un enfant pur et beau, mais que son fils s'est révélé être une déception qui utilise les gens sans s'en rendre compte et les blesse. Pour elle, il est le pire des deux, démon et humain. Entendre cela fait couler des larmes aux yeux de Kai. Plus tard dans le parking, la voiture pour récupérer Miyuki arrive, et la personne à l'intérieur l'exhorte à se dépêcher d'entrer. Miyuki serre son fils dans ses bras et lui dit que ce n'est pas de sa faute s'il est devenu un déchet. Kai répond en larmes que lui qui veut blesser les gens et lui qui veut aider sont des contradictions, mais qu'ils sont toujours 2 facettes du vrai lui et sont tous 2 également réels. Miyuki lui conseille d'accepter le bon et le mauvais en lui, s'il continue à se battre contre les anges. Elle lui rappelle que son père jetterait tout par terre juste pour sauver des gens. Elle monte ensuite dans la voiture. Le chauffeur en costume, Fudo, l'appelle par le titre de sous-inspecteur et lui demande pourquoi elle n'a pas pris son fils avec elle. Elle répond qu'il n'est pas en position
de lui faire des commentaires sur les familles et qu'elle n'aime pas les enfants dans leur organisation. Kai regarde toujours la voiture partir, il déteste que sa mère l'ait traité de déchet. Mais la remercie quand même pour le conseil. Il dit à Satan qu'il sait qu'il écoute. Alors le démon apparaît avec son attitude habituelle, joueuse et provocante, le démon peut voir dans les yeux de Kai qu'il a quelque chose en tête. Kai lui dit qu'il a décidé de jeter son humanité et de devenir un vrai démon. Ailleurs, le garçon de tout à l'heure est acculé par un ange. La créature lui dit de révéler les lieux où se trouve Kai et il sera épargné. Pendant ce temps, Satan est impressionné qu'il soit prêt à abandonner son humanité maintenant. Quand auparavant il avait essayé de résister autant qu'il le pouvait, Kai réalise que s'il n'agit pas maintenant et reste indécis, il continuera à perdre ce qui est important pour lui. Déterminé, il ajoute qu'il préférerait se perdre plutôt que de perdre les personnes importantes de sa vie. Juste à ce moment-là, l'ange apparaît et attaque Kai. Lui donnant un coup de pied puissant, il se moque de lui en disant qu'il a oublié d'écraser son cœur et qu'il va maintenant l'anéantir en avançant vers le garçon avec ses griffes acérées. Le garçon contre facilement l'attaque et saisit sa griffe. Il l'arrache et l'utilise pour poignarder le cœur de l'ange, essayant de mettre fin à son existence en un instant. L'ange essaie de l'arrêter. Mais Satan l'attaque à la place, disant qu'il ne devrait pas perturber l'éclosion. Il dit à Kai de libérer sa passion, de ne pas se retenir et de laisser son cœur se teinter. Cela brisera ses chaînes et libérera son moi démoniaque. Avec cela, le garçon saisit l'arme avec une passion déterminée, rejetant toute son humanité. Satan exprime son excitation après l'avoir vu assassiner un ange dans sa forme finale. Car cela le fait ressembler davantage à un démon. Kai n'apprécie pas ses éloges et lui dit qu'il a appelé le démon ici pour demander quelque chose qui le dérange depuis un moment, que Satan est resté à ses côtés tout ce temps. Alors qu'ils n'ont pas de contrat, le démon répond que c'est parce qu'il aime le gamin. Kai rejette sa déclaration et demande si c'est tout à cause de son père. Satan refuse de lui dire la raison parce que c'est un secret qu'il compte garder pour l'instant. Kai ne pousse pas plus loin et traite le démon de clown. Le démon le corrige en disant que son nom est Satan, qu'il est le roi qui règne sur les démons et que Kai est son petit-fils. Kai ne le croit pas et dit qu'il est terrible en mensonge. Satan se contente de rire de sa déclaration. Ailleurs, Kai est diffusé à la télévision pour que toute la ville voie qu'il est recherché pour avoir tué un ange. Thomas voit cela et se demande ce que le garçon a pu faire pour se mettre dans ce genre de problème. Il commence à s'éloigner. Quand soudain il aperçoit un visage familier dans la foule, son ami Kozu, mais c'est impossible. Kozu est déjà mort. Il poursuit l'homme mystérieux, sautant même par-dessus le tourniquet du métro. Pour attraper le train à temps, saisissant l'homme, il le retourne et est stupéfait, le visage, la taille. Même la voix sont exactement les mêmes que celles de son défunt ami. Cependant, l'homme ne semble pas le reconnaître. Thomas sort le collier que son ami lui avait donné et demande s'il se souvient du souvenir. Cependant, l'homme ne le reconnaît pas du tout. Et Thomas réalise qu'il sent le démon. L'homme lui demande s'il est un berger avec un regard effrayant. Il réalise que l'homme n'est pas un démon mais un ange. L'homme lui dit qu'il cache généralement sa vraie forme chaque fois qu'il est près des humains. Cependant, il peut changer son apparence à volonté. Il demande alors qui est Kozu, mettant Thomas en colère, insulté. Il dit à l'ange qu'il aurait dû se souvenir des noms des humains qu'il a dévorés avec un sourire moqueur. L'ange lui dit qu'il est impossible de distinguer chaque insecte. Furieux, Thomas attaque l'ange et libère son épée maudite. L'invocation de Bon Eater, une forme de son pouvoir démoniaque. La peur est évidente parmi les gens dans le train en voyant Thomas comme un monstre. L'ange leur dit qu'il est membre du groupe terroriste dont tout le monde parle. En entendant cela, les passagers commencent à paniquer, mais l'ange les rassure qu'il est là. Pour rendre la justice, il se présente comme Louis, archange de 5e rang. Les gens se réjouissent en pensant qu'ils sont entre de bonnes mains. Il tire alors son arc et sa flèche, visant son ennemi, le berger. Cependant, à sa grande surprise, le berger semble indemne. Et ses flèches n'ont même pas transpercé. Thomas reste debout sans aucun signe de peur ou de défaite, ce qui déclenche à nouveau l'attaque de l'ange utilisant son arc et sa flèche. Mais le berger les dévie facilement, faisant rebondir les flèches contre les bâtiments. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé et avant qu'il puisse le traiter, son propre pouvoir lui sectionne les membres, le laissant à la merci du démon. Thomas lève son épée, prêt à mettre fin à sa vie, mais Luffy lui demande de l'épargner. Il lui dit qu'il habite le corps de cause. Donc s'il meurt, son ami meurt avec lui pour toujours. À ce moment-là, Thomas hésite.
Et l'ange utilise cette opportunité pour en profiter et charger son arme. Il sait à quel point le pouvoir démoniaque est instable et une fois que la passion est perturbée, la démonisation s'effondre, il attaque le berger et parvient à le toucher. Mais à sa grande surprise, son ennemi se rétablit immédiatement et le saisit par le cou, il est stupéfait que le pouvoir de Thomas augmente au lieu de diminuer. Le berger explique que sa passion est la colère. Plus il est en colère, plus il devient puissant et vicieux, il enfonce alors impitoyablement son épée vers l'ange tandis que l'esprit serpent dévore l'ange. La conscience de Thomas est ramenée à l'époque où Kozu était encore en vie, son ami est impressionné qu'il n'ait pas été trompé par l'ennemi. En guise d'au revoir final, il lui dit de prendre soin de lui et de ne pas mourir, puis il disparaît dans l'oubli avec un sourire sur le visage. Le démon est capable de lire les pensées persistantes de Kozu dans la chair de l'ange qu'il a dévoré, c'est un événement rare qui prouve la forte volonté de son ami. De laisser un message pour lui, les passagers dans le train ont pris une vidéo de ce qui s'est passé, terrifiés qu'un ange ait été tué devant eux, les images se sont répandues instantanément, divisant ceux qui soutenaient les anges. Et ceux qui les rejetaient, ailleurs, les autres bergers étaient également occupés à exterminer plus d'anges. Peu savaient qu'une guerre était sur le point d'éclater, qu'ils appelleraient la guerre des trois royaumes, Meiji vient de rentrer chez elle. En enlevant ses chaussures, elle voit les nouvelles sur son téléphone et appelle sa grand-mère pour lui demander si elle en a entendu parler, elle passe en revue les nouvelles sur la série de décès. Et comment toutes les victimes ont été bénies à un moment donné, elle est alors surprise de voir que sa grand-mère est en fait endormie sur le canapé du salon. Elle essaie de la réveiller, seulement pour être choquée de réaliser qu'elle est déjà morte. Pendant ce temps, Oda rencontre le maire Bané au sujet des décès dans les nouvelles. L'ancien personnage d'autorité qui taille sa plante de bureau est inquiet qu'il y ait plus de décès maintenant que les gens deviennent plus troublés par la présence des anges. Et maintenant que Thomas a abattu un archange. Oda répond calmement qu'il croit que tout est sous contrôle. Et que la nouvelle de la mort de l'archange est un sacrifice nécessaire pour leur cause. Le maire le félicite de voir les aspects positifs de la situation. Cela surprend Oda qui dit qu'il pensait que les Banae allaient le réprimander pour les actions de leur nouveau venu. Banae lui dit qu'il croit que faire tomber un des 16 archanges est une victoire qu'il devrait célébrer et que c'est une opportunité pour eux d'attaquer pendant ce temps au quartier général des bergers. Les bergers sont en visioconférence avec Suzu qui est en colère contre Kai et Thomas pour leurs actions qui peignent maintenant les bergers sous un mauvais jour. Kai et Thomas se blâment mutuellement comme des enfants qui se battent. Suzu est folle de rage contre les deux alors qu'elle leur dit qu'ils viennent de faire des ennemis non seulement des anges, mais aussi des humains. Elle presse Kuga de dire quelque chose aux deux nouveaux venus. Kuga lui dit que cela n'interfère en rien avec le plan d'Oda et ne serait pas surpris. Si tout cela faisait partie du plan de leur leader depuis le début. Kuga invite ensuite Kai et Kumi à un repas plus tard. Au restaurant, Kai a mangé tant de bols de nourriture que Kuga est surpris qu'il aille bien, révélant qu'il le traite en fait avec de la nourriture. Parce qu'il a entendu dire qu'il était triste à cause de son ami. Kumi révèle qu'elle a tout raconté à Kuga sur les problèmes de Kai. Parce qu'il était si bouleversé qu'il ne prenait plus de bain. Elle assure à Kai qu'elle ne s'inquiétait pas pour lui, mais qu'elle détestait juste qu'il sente mauvais. Kai est surpris que Kuga soit le genre de gars qui écoute les problèmes des gens. Kumi taquine Kuga d'être un vieux sentimental. Malgré son apparence de gars effrayant, Kumi informe Kai que Kuga était autrefois partenaire d'Oda en tant que leader des bergers, mais qu'il a été jugé inapte et a été retiré. Elle continue en disant que c'est parce que Kuga ne pouvait pas être impitoyable et ne pouvait pas se séparer des gens lorsqu'il était forcé de prendre une décision. Kuga admet que c'était sa faiblesse, mais qu'il l'a surmontée il y a longtemps. Kai se lève pour exprimer à quel point il est cool de ne pas se séparer des gens et partage à quel point il aimerait être le leader à la place. Cela fait rougir Kuga, alors il change de sujet en demandant à Kai s'il peut encore avoir la détermination de se battre. Kuga lui dit qu'il se battra jusqu'à la fin, peu importe s'il devient un démon ou non. Kumi est impressionné par sa détermination, surtout parce qu'il pensait autrefois à lui comme à un énergique et impulsif tête en l'air. Maintenant elle réalise qu'il reste joyeux malgré toutes les luttes qu'il a avec le sang démoniaque. Elle chuchote que Kai est tellement admirable qu'elle pourrait l'aimer. Maintenant elle réalise alors ce qu'elle vient de dire et se sent instantanément gênée. Dora est dehors du restaurant, regardant par la fenêtre et pense à comment Kumi a été de plus en plus émotive depuis qu'elle a rencontré Kai. Leur téléphone sonne, les informant qu'Oda veut une réunion pour une opération à grande échelle. Kumi et Kai se demandent pourquoi ils n'ont jamais entendu parler d'une opération à grande échelle. Kuga est fier de dire que c'est parce qu'il a oublié de leur en parler, ce qui fait réaliser à Kai pourquoi il est inapte à être un leader. Plus tard, les bergers se rassemblent.
et Oda leur annonce qu'ils vont lancer une attaque à grande échelle contre les archanges. Seru lui demande lequel puisqu'il y a 15 archanges. Il répond qu'ils vont attaquer tous les 15. Choquant la pièce, Emre et Seki se demandent pourquoi ils font quelque chose qui semble imprudent. Oda explique que c'est parce que la contamination due aux bénédictions est plus sévère que prévu et que des millions seront transformés en apôtres. S'ils attendent plus longtemps, il est également fier de dire que l'autre raison est qu'ils ont rassemblé suffisamment de puissance de feu. Tout en tenant un objet ressemblant à un marbre, le marbre se transforme en veste en une seconde. Surprenant Kai. Oda les informe que les vêtements sont des combinaisons de combat faites d'un matériau spécial et qu'ils ont été fabriqués par l'organisation dont la mère de Kai fait partie. Les bergers essaient les combinaisons de combat. Et elles deviennent noires. Kuga dit à tout le monde que son seul ordre pour eux est qu'ils doivent tous revenir vivants à une place de la ville. Les bergers font un périmètre. Et ils sont équipés d'armures et d'épées. À l'intérieur du champ de bataille, Seki combat un ange de type araignée qui le bombarde avec une pluie de laser. Seki se vante d'être le seul berger capable de ne pas être blessé après l'assaut. Il révèle qu'il a été protégé par un démon géant. Et sa capacité à invoquer des barrières en bois. Emra saute alors vers l'ange araignée. Et il lance ses crochets enchaînés. Et les enfonce dans le corps de la grande araignée. Il se vante que son nom Emre sera immortalisé à cause de cette bataille. Les crochets libèrent alors de l'énergie qui fait exploser le corps de l'araignée. Emre révèle que son démon est une femelle à un œil. Pendant ce temps, Suzu combat un autre ange et le frappe jusqu'à ce qu'il tombe. Seki rappelle à Suzu de ne pas oublier leur plan. Suzu taquine qu'elle a déjà oublié le plan. Pour dire qu'elle rigole, elle révèle que l'étape 1 est de s'introduire sur le territoire de l'archange et d'éliminer autant d'anges de bas niveau que possible. L'étape 2 est que tous les trois doivent combattre l'archange une fois qu'il sera attiré. Ailleurs sur le toit d'un bâtiment, Kai, Natsu et Toma viennent de vaincre un ange à grosse tête. Natsu rappelle à tout le monde de ne pas se donner à fond encore pour qu'ils aient la force d'affronter les archanges. Ses tentacules de démon pointent vers le haut. Une seconde plus tard, un ange attaque Kai par-dessus. Kai le frappe en morceaux avant qu'il ne l'atteigne. Thomas était déjà en mouvement pour se précipiter vers l'ange, quand il a accidentellement donné un coup de tête à Kai. Cela amène Thomas à se plaindre que faire des équipes de 3 était une idée stupide et qu'ils auraient dû chasser les archanges chacun à leur tour. Kai défend le plan de Kuga, lui disant qu'ils auraient une meilleure chance de vaincre un archange si c'était un combat à 3 contre 1. Thomas répond que le plan s'effondre si 2 archanges apparaissent. Au lieu de cela, Natsu lui rappelle que les archanges de rang supérieur ont trop de fierté pour se battre en équipe. Thomas ne peut pas voir les archanges comme des êtres fiers, à cause de la façon dont l'archange Louis a montré de la vulnérabilité quand ils se sont battus. Kai a une confiance totale en Kuga. Il dit donc à Thomas de suivre simplement le plan pour qu'il gagne. Natsu leur dit qu'une équipe de 3 personnes est idéale pour eux car son pouvoir de détection ne peut servir que de soutien. Kai et Thomas lui disent de ne pas se sentir inutile puisque c'est son pouvoir qui les a sauvés jusqu'à présent. Kai sourit, en disant que c'est son pouvoir qui leur donnera la victoire. Natsu n'est pas si sûre que tout se passe si bien jusqu'à présent car elle ne peut pas sentir la présence d'un archange. Malgré tout le chaos qu'ils ont causé sur leur territoire jusqu'à présent, Thomas ne fait pas confiance aux paroles de Kai car il pense que Kai préférerait avoir Kumi dans leur équipe plutôt que Natsu. Natsu dit à Kai qu'il aurait raison de penser cela étant donné que Kumi est un monstre sur le champ de bataille. Ailleurs, Kumi vient de vaincre plusieurs anges avec les parties de corps de canon de Gur. Pendant ce temps, ses partenaires Kuga et Shiro sont sur le côté, émerveillés par sa force. Kuga informe Shiro que Kumi est maintenant le numéro 4 des bergers dans leur organisation. Shiro demande à Kugo si Oda est toujours numéro 1 à ce jour. Et Kugo répond qu'il l'est toujours. Cela fait s'exclamer Shiro qu'il veut être aussi fort qu'Oda un jour. Kuga lui demande s'il pense que la bataille est nécessaire. Shiro répond qu'il pense que la bataille est nécessaire pour leur révolution. Kuga lui dit que c'est dommage qu'il pense cela et éteint sa cigarette en la pressant sur sa main. Shiro demande pourquoi il l'a éteinte de cette façon alors que cela fait mal. Kuga admet de manière sinistre que ça fait un mal de chien mais que c'est la douleur qu'il doit expérimenter en sacrifiant les autres. Juste au moment où Shiro réagit avec confusion à ces mots, un ange s'approche discrètement et le frappe par derrière avec une puissance qui traverse son corps. Shiro est confus de savoir comment un ange a pu passer sans que Kuga le sache. Il est ensuite encore plus confus alors que les 3 archanges se tiennent côte à côte avec Kuga. Sur le toit, Thomas et Kai continuent de tuer des anges de bas niveau. Natsu exprime son inquiétude qu'il est suspect que les archanges ne sortent pas. Malgré toute la destruction qu'ils ont causée, Thomas crie soudainement à Natsu de faire attention derrière lui. Elle parvient à éviter le bras énorme portant une hache.
Le bras et la hache se lèvent alors, Greg l'exécuteur se montre. Kai est surpris qu'il soit encore en vie, Thomas charge vers l'exécuteur, Gregoria bloque son épée avec sa hache. Orochi, le démon contracté de Thomas, traite Greg de pathétique pour être un ancien démon qui s'est rangé du côté des anges. Kai charge aussi vers l'exécuteur, le choc entre Kai et Thomas contre les bras flottants de Greg provoque une explosion, le contre-coup est si puissant que Thomas doit se tenir au sol avec la corde d'Orochi. Comme des serpents suspendus à l'architecture tout en l'utilisant pour agripper Kai. Greg se sent excité de voir qu'il fait face à deux adversaires dignes, Kai et Thomas s'accordent à dire qu'ils doivent abattre l'exécuteur de toute leur force pour gagner. Natsu se sent laissé pour compte pendant que Thomas et Kai parlent de leur plan pour vaincre Greg, les deux garçons se transforment en leur forme démoniaque. Pendant ce temps, Kumi voit que Shiro est à terre tout en voyant que Kuga est avec les archanges. Gura est surpris que les archanges se soient associés et se demande si cela signifie que leurs informations à leur sujet sont erronées. Kumi demande à Kuga pourquoi il les a trahis. Alors il répond qu'il devait protéger les gens. Kumi crie qu'elle ne comprend pas. Alors Kuga répond qu'elle n'a pas besoin de le faire. Alors que Kuga tient sa boîte de cigarettes, il partage que c'est seulement son fardeau de supporter le tourment de la culpabilité de savoir pourquoi il doit les trahir. Un archange voit un citoyen spectateur et essaie de le tuer. Kumi brise les jambes de l'archange avec le boulet de canon de Guri avant qu'il ne puisse le faire. Kumi avertit l'archange de ne s'approcher de personne. Mais l'archange utilise sa corde lumineuse pour tirer le citoyen vers lui. Il se présente comme l'archange de contrôle de la lumière de 6e rang, Delo. Kumi avertit l'archange que prendre un otage est inutile puisqu'elle va juste poignarder l'innocent. Si elle doit vraiment le faire, Delo ne la croit pas, il lance l'otage vers Kumi. Alors que Kumi regarde empathiquement les yeux de la personne qui vient vers elle. Delo pense à comment il sait que les humains ne peuvent pas tuer ceux avec qui ils établissent un contact visuel. Le bras de Delo frappe alors à travers l'otage, ce qui passe aussi à travers le corps de Kumi. Alors que la fille est allongée sur le sol blessée. Elle repense à son enfance quand elle regardait une série de filles magiques à la télévision. Elle aimait tellement la fille magique qu'elle a joyeusement dit à son ours en peluche Kuma-chan qu'elle ferait pousser ses cheveux et serait comme la fille magique. Un jour sa mère a immédiatement éteint la télévision. Et lui a dit d'arrêter de regarder des émissions faites par des hommes futiles. Kumi ne pouvait pas lui tenir tête quand elle a dit qu'elle était désolée. C'était la première fois qu'elle pensait qu'elle ne serait jamais comme sa mère. Plus tard Kumi allait à l'école avec son ami et son ami lui a donné une épingle à cheveux de fille magique. Elle l'aimait tellement qu'elle a dit qu'elle la chérirait toujours. Plus tard en rentrant chez elle. Elle a pensé à comment elle devrait cacher l'épingle à cheveux de sa mère. Sa mère l'attendait pour lui donner l'épingle. Que l'enseignant avait averti sa fille, la fille a donné l'épingle à contre-cœur. Sa mère lui a dit que c'était pour son propre bien. Afin que les gens ne pensent pas qu'elle était une sorte de femme mignonne, la petite Kumi a pleuré. Elle savait que sa mère était comme ça parce que son père avait été volé par une femme mignonne. Plus tard elle a fait semblant de parler à son ours en peluche Kuma. Et lui a partagé à quel point elle était triste que son trésor soit parti. Kuma lui a assuré qu'elle pouvait juste regarder dans la poubelle. Plus tard Kumi a fouillé dans la poubelle et était ravie d'avoir trouvé l'épingle à cheveux. La mère a vu ce qu'elle faisait. Le lendemain matin Kumi avait un bleu sur la joue. Et Kuma-chan était en morceaux dans un sac. 3 ans plus tard, l'ami d'enfance de Kumi lui a dit bonjour à l'école. Elle lui a jeté un regard effrayant qui la rendait difficile à approcher. L'ami d'enfance a dit à son autre ami que Kumi était beaucoup plus amicale avant. Elle s'était habituée à traîner seule sur le toit de l'école, ayant l'air si sérieuse lors de l'un de ses moments de détente. Gura l'a vue et a demandé à faire un contrat avec elle. Elle a instantanément abandonné son air sérieux. Et est devenue une fille apeurée et pleurnicharde. Gura s'est présentée comme un démon. La nouvelle qu'ils étaient des démons était trop pour la fille. Alors elle a couru. Elle s'est arrêtée lorsque Gura lui a proposé d'être son vrai soi tout le temps si elle faisait un contrat avec eux. Malgré cela, la fille a quand même couru. Jusqu'à ce qu'elle se renferme dans sa chambre. Elle se souvenait que le démon avait promis qu'elle pourrait être son vrai soi si elle faisait un contrat avec eux. La mère de Kumi s'est approchée d'elle. Et l'a choquée avec la nouvelle qu'elle se remariait. Le bonheur de la mère dans son mariage la pousse à s'excuser d'avoir été si dure avec elle tout ce temps. Son excuse a fait crier Kumi contre sa mère pour toute la douleur qu'elle lui a causée. Y compris comment elle a perdu Kuma-chan. Kumi l'a accusée de ne jamais se soucier de personne d'autre qu'elle-même. Et lui a dit que c'était la raison pour laquelle papa l'avait quitté. Ces mots l'ont tant blessé que la mère l'a poignardée avec le couteau de cuisine qu'elle tenait. Alors que sa fille gît sur le sol en train de mourir, la mère s'enfuit d'elle. Kumi n'était pas surprise en pleurant.
Gura est alors réapparu et lui a dit de lui permettre de dévorer sa frustration au lieu de la laisser se perdre avec sa mort. De retour au présent, Kuga réprimande Delo pour avoir blessé Kumi. Quand il lui a dit qu'il avait besoin d'elle vivante, l'archange qui ressemble à un chevalier dit à Kuga qu'il peut guérir la fille comme si rien ne s'était passé. Soudainement, l'archange de la nuit explose à cause de l'attaque de boulets de canon de Gura. Toutes les parties du corps de Gura entourent alors Kumi. Comme si de rien n'était, soudainement l'archange de la nuit explose sous l'attaque de la balle de canon de Gura. Toutes les parties du corps de Gura entourent alors Kumi. Comme une barrière, les parties de Gura disparaissent ensuite pour révéler une Kumi maintenant joyeuse. Agissant et habillée comme la fille magique qu'elle aimait étant enfant quelques secondes plus tôt lorsque Gura s'était entourée de la Kumi mourante. Kumi a dit à son démon qu'elle leur donnerait toute sa passion refoulée de honte s'il lui prêtait leur pouvoir. Guru l'a averti que pousser trop de pouvoir pourrait signifier qu'elle ne pourrait jamais revenir de sa forme démoniaque. Kumi a répondu que cela ne la dérangeait pas car elle avait l'habitude d'être brisée. Au présent, Kumi est dans sa forme de fille magique sombre. Chercher son démonisé ne fait qu'exciter Delo alors qu'il professe que ce sera la première fois qu'il obtiendra le corps d'un berger démonisé. Sylph, l'archange du vent, déclare que ce sera elle qui dévorera la fille. Les deux archanges acceptent de partager et se préparent à se battre. Sylph utilise le vent pour projeter Kumi vers le ciel. Tandis que Kumi est en l'air, Delo lui lance des véhicules pour qu'elle puisse être écrasée. La fille est frappée par le véhicule, ce qui rend l'archange confiant qu'elle a été écrasée. Ils sont surpris. Alors qu'elle en sort sans aucun mal, Kumi leur dit joyeusement que c'est son tour maintenant et invoque les parties du corps du boulet de canon de Gur contre les adversaires. Delo les attrape avant qu'ils ne puissent l'atteindre. L'un d'eux frappe d'une manière ou d'une autre la tête de Sylph sans qu'il ne voie comment sa blessure expose que son noyau est à l'intérieur de sa tête. Donc Kumi prévoit de le tirer dehors avec sa prochaine attaque. Cela met Sylph en colère, qui libère un tourbillon vers son adversaire. Pendant ce temps, un citoyen dans l'un des bâtiments près de la bataille signale à la police avec son téléphone portable que des terroristes et des anges se battent dehors. L'attaque de Sylph est si puissante qu'elle brise la fenêtre de l'homme qu'il doit descendre. L'attaque de Sylph a créé un énorme cratère. Et elle est convaincue que Kumi a été réduite en miettes. Elle est surprise de voir Kumi au centre du cratère. Apparemment indemne, elle fait un signe de paix mignon en disant aux archanges que les filles magiques comme elles sont invincibles. Delo lance alors des bâtiments sur eux mais ils se brisent en morceaux avant d'atteindre Kumi. Tout en brisant également Delo en morceaux, Kumi frappe alors à nouveau la tête de Sylph avec un boulet de canon qu'elle n'avait pas vu venir. Kuga loue Kumi pour le pouvoir qu'elle a montré. Et a demandé combien de passion il avait fallu pour l'amener à ce niveau. Soudain Kuga est frappé par un boulet de canon. Gura informe Kumi qu'ils ont échoué à le toucher. Il est révélé que Kuga a en fait attrapé le boulet de canon. Et il révèle que sa théorie selon laquelle elle peut les rendre invisibles était correcte. Kumi le félicite d'avoir découvert son secret. Kuga se remémore son combat avec les archanges. Et passe en revue que c'était le secret de son apparence flottante. Pourquoi les attaques des anges ne touchaient pas? Et pourquoi les anges ne pouvaient pas se défendre contre ces attaques? Kuga pense que l'utilisation des archanges comme appât a bien fonctionné pour lui. Il se rappelle comment les gouttes d'eau semblaient flotter contre quelque chose de transparent et comment il a vu tant de distorsions dans l'espace. Kuga invoque son démon, le démon commence à émettre une flamme rose. Et l'utilise pour aider Kuga à allumer sa cigarette. Kuga jure alors de capturer Kumi et Gura pour protéger les gens et tuer Oda. Il révèle sa forme démoniaque armurée.